Bienvenue dans ce tutoriel sur le scrapping avec Python. Le scrapping permet d'extraire toutes sortes de données depuis des sites internet, les prix des billets d'avion, les résultats de recherche Google, des catalogues et descriptions de produits, ou encore des informations sur des annonces en ligne. Le scrapping est différent des API, qui sont une interface de programmation pour récupérer des données ou exploiter des fonctionnalités sur les sites. Mais en général, elles sont limitées. Vous ne pouvez pas accéder à toutes les données, voire elles n'existent pas du tout. C'est pour ça qu'on a recours à la technique du scrapping. Le principe, c'est que tout ce que vous voyez sur un site, vous allez pouvoir le récupérer. Scraping, ça veut dire gratter, racler. Eh bien, on va venir racler les sites pour récupérer de la data. C'est une compétence recherchée qui vous permet d'obtenir des informations stratégiques, de développer des algorithmes basés sur la data, ou encore d'entraîner, d'alimenter des modèles d'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas si simple. Parfois, on va avoir des limites. Entre les captchas, les blocages d'adresse IP ou autres protections, certains sites font tout pour ralentir ou bloquer votre script de scrapping. Dans ce tutoriel, je vous montrerai des techniques avancées pour contourner toutes les limites et scraper des données, même les plus difficiles. On parlera de Datado, de proxy, de headless browsing et de solutions de scrapping professionnelles. Mais attention, il y a aussi un cadre légal et des règles à respecter. Je vous en parlerai. De vos premiers pas en scrapping jusqu'à la réalisation d'un projet avancé, en passant par les règles d'utilisation et l'exploitation de l'IA sur les datas, ce tutoriel complet vous montre tout ce que vous devez savoir sur le scrapping avec Python. Que vous soyez débutant en programmation, en reconversion professionnelle ou bien développeur en entreprise cherchant à obtenir des informations confidentielles sur toutes sortes de sites. Vous êtes prêts? On commence. Attention, tout ce qui est présenté dans ce tutoriel est à but éducatif. Vous êtes responsable de l'utilisation du code, des techniques et des outils présentés dans ce tutoriel. Prérequis. Pour suivre ce tutoriel, vous avez besoin de connaître les bases en langage Python. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder ma vidéo sur le langage Python sur cette chaîne. Aussi, on utilisera l'éditeur Visual Studio Code. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à l'installer en cherchant Visual Studio Code sur Google, en suivant le premier lien, en cliquant sur Download et en lançant l'installation. Dans ce tutoriel, nous allons avancer en 4 parties. Partie numéro 1, vos premiers pas en scrapping. Partie numéro 2, les protections contre le scrapping. Partie numéro 3, est-ce que le scrapping est légal? Et enfin, partie numéro 4, projet de scrapping avancé. Je vous montrerai comment scraper un site bien protégé et à votre initiative, vous pourrez éventuellement utiliser ces techniques sur d'autres sites. Allez, on commence. Vos premiers pas en scrapping. Ici, l'objectif, c'est de débuter en scrapping et de s'entraîner sur un site simple que j'ai préparé pour vous ici, à l'URL codeavecjonathan.com, scrapping recette. On va récupérer les informations d'une recette de cuisine. Là, vous voyez, gâteau au chocolat. Et bien, avec le scrapping, on va pouvoir extraire les différentes parties de cette recette, comme le titre, les différents ingrédients, les différentes étapes de préparation. Ça servira à quoi? Eh bien, si par exemple vous aviez un site entier de recettes, vous pourrez très bien extraire toutes les recettes et puis ensuite développer un algorithme pour proposer des recettes à partir d'ingrédients. Ou bien créer un nouveau site de recettes en reformulant les recettes existantes grâce à l'API de ChatGPT et des générateurs d'images comme Stable Diffusion. Allez, je vous propose d'ouvrir ce site de votre côté avec le navigateur Chrome parce qu'on va utiliser certaines options ici. Là, regardez, à partir du site, je peux faire un clic droit et je peux faire afficher le code source de la page. Et vous voyez qu'on se retrouve avec le contenu HTML de la page. Et bien justement, le principe de notre script, c'est dans un premier temps de venir récupérer le code HTML en faisant une requête HTTP vers le site. On va récupérer tout ce texte ici et ensuite on va venir le parser, c'est-à-dire venir extraire les différents éléments de notre code. Pour par exemple récupérer le titre, récupérer la description, récupérer les différents ingrédients, etc. Pour ça, on va d'abord utiliser une bibliothèque qui s'appelle Request, qui permet de faire des appels HTTP. Et ensuite, on va utiliser la bibliothèque Beautiful Soup, qui nous permet justement d'extraire les différents éléments. Alors bien sûr, il existe d'autres bibliothèques Python, comme par exemple Scrappy, qui est un framework de scrapping. Mais ici, le but, c'est de démarrer simplement et aussi de bien maîtriser toutes les étapes qu'on va faire. C'est pour ça qu'on va bien utiliser la bibliothèque Request et Beautiful Soup. Allez, on commence et la première étape, ça va être de créer un répertoire ici, soit sur votre bureau, soit ailleurs. Moi, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler tuto scrapping. C'est important de créer un dossier dans lequel on va mettre tous nos fichiers, à la fois le code, mais aussi les fichiers qu'on va générer. Et ensuite, vous ouvrez Visual Studio Code et vous allez faire venir glisser votre dossier à l'intérieur de Visual Studio. C'est important de faire cette étape parce que si vous ne faites pas ça, eh bien quand on va générer des fichiers, ils ne vont pas se trouver dans le bon répertoire. Donc là, normalement, vous voyez, quand vous cliquez sur cette icône Explorer, vous devriez voir le nom de votre répertoire. Ensuite, on va créer un nouveau fichier. Je vais cliquer ici, ou bien dans File, New Text File,
Également, on aurait pu ouvrir le répertoire en faisant File, Open Folder, au lieu de le glisser dedans, peu importe. Là, je vais créer un nouveau fichier qu'on va appeler scrapping recette.py. Important de rajouter l'extension. Très bien. La première étape, ça va être d'importer la bibliothèque request. Là, je vais taper import request. Attention, request avec un S. Et pour l'instant, vous allez juste lancer votre script tel quel. Peut-être que chez vous, vous aurez une erreur si la bibliothèque request n'est pas installée. C'est normal. Je vais vous montrer comment l'installer. Vous voyez ici votre ligne de commande. Elle commence toujours par l'interpréteur Python. Moi, je suis sur Mac, donc c'est Python 3, mais si vous êtes sur PC Windows, ça va se terminer par python.exe. En tout cas, peu importe, prenez bien tout le chemin ici de cette ligne de commande jusqu'à votre interpréteur Python. Vous copiez ça, vous collez, vous faites espace -mpip espace install. Et là, vous mettez le nom de la bibliothèque, request. Attention, request avec un S à la fin, enter. Vous laissez faire l'installation, dans mon cas c'était déjà installé, et ensuite une fois que c'est bon, vous relancez et vous n'aurez plus d'erreur à cette étape-là. On va utiliser cette bibliothèque pour faire une requête HTTP. Donc là vous allez faire request.get, et là il faut lui fournir l'URL. On va créer une variable URL qui va contenir l'URL de notre site. Je vous l'ai donné précédemment, l'URL c'est codeavecjonathan.com scrapping recette, mais vous allez faire bien attention à ce que votre URL commence bien par https://. Ensuite, vous allez passer le contenu de votre variable dans la fonction get ici. Bien sûr, vu que l'URL c'est une chaîne de caractères, vous mettez bien les guillemets à ce niveau-là. Et ensuite, ce résultat, eh bien, on va le mettre dans une variable qu'on peut appeler par exemple response. Ça va être la réponse de notre requête. Et je vous propose de rajouter tout à la fin de notre script un print fin. Comme ça, on verra bien que le script s'est bien déroulé. Je sauvegarde et je relance. Vous voyez, il se passe 1 ou 2 secondes et ensuite, ça affiche fin. Alors, ça serait bien de voir ce qu'on a obtenu dans cette variable response. Et pour faire ça, on peut utiliser le debugger. Pour faire ça, vous voyez que si je mets ma souris juste à gauche des numéros ici, j'ai un petit point qui s'affiche. Ça me permet de placer un point d'arrêt. Vous allez mettre le point d'arrêt sur le print. On a besoin de s'arrêter après cette ligne. Ça, c'est important pour observer le contenu de response. Donc là, vous allez cliquer sur le petit point et vous voyez qu'il s'affiche à présent. Et vous allez devoir relancer en mode debug. Donc faites attention, vous allez devoir cliquer sur l'encoche à ce niveau-là et sélectionner l'option Debug Python File. Je clique ici. Là, vous attendez quelques secondes et vous voyez qu'il atteint le point d'arrêt. Sur la gauche, ici, j'ai des choses qui s'affichent. Si ce n'est pas le cas chez vous, eh bien, cliquez bien sur cette icône ici, Debugger, élargir un peu et regardez ce qu'on a à l'intérieur de response. Vous voyez que on a un code de retour HTTP qui s'appelle le status code. Le status code HTTP, ça vous dit si tout s'est bien passé ou non. Par exemple, ici, on a eu le code 200. Le code 200, ça veut dire que tout est bon. Mais vous verrez que par la suite de ce tutoriel, parfois, on aura des codes de retour qui seront 403. Comme par exemple, le site vous a refusé, notamment sur les protections contre le scrapping. Pour l'instant, vous devriez obtenir le code status 200. Si ce n'est pas le cas, vérifiez bien l'URL, ou si vous pouvez essayer sans HTTPS en mettant juste HTTP. Vérifiez également votre connexion Internet. Vous pouvez également essayer HTTPS google.com pour voir si vous n'avez pas un problème avec votre connexion Internet. En tout cas, moi, je vais garder la version HTTPS. Et puis, on va juste rajouter un check dans le code. On va faire if response.statuscode est égal à 200. Ça veut dire que tout est bon. Dans ce cas, on va afficher le code HTML. Et sinon, else, on va faire un print et on va mettre erreur. Et on va venir faire une virgule pour afficher le contenu du status code. Donc là, je fais ça. Et dans le cas où tout est bon, eh bien, on va rajouter du code justement pour afficher le code HTML qu'on a reçu. Pour ça, on va accéder à un autre champ de la variable response, qui est le champ texte, qui est le contenu de la réponse de la requête HTTP. C'est le contenu HTML du site. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle variable HTML qui est égale à response.text et on va faire un print de HTML. Bon, on aurait pu faire un print de response.text directement, peu importe. Allez, je vais cliquer sur stop ici, sur le carré, et faites attention, je vais relancer en mode normal ici, en recliquant sur la petite flèche et run Python code. Vous voyez que au niveau de la sortie ici, eh bien, j'ai tout le code HTML qui s'est affiché. On a bien réussi à accéder à notre site et récupérer son contenu. Maintenant, pour qu'on puisse mieux analyser ce code HTML, je vous propose qu'on le sauvegarde à l'intérieur d'un fichier. Donc, on va rajouter du code à ce niveau-là. Au lieu de juste faire le print de l'HTML, on va commenter cette étape. Et puis, on va tout simplement faire un f égale open
On va sauvegarder ça dans un fichier qu'on va appeler par exemple recette.html. Alors faites attention, vous voyez que j'ai eu un petit problème de tabulation ici. Il faut bien que je sois à l'intérieur du if. Et là je vais faire virgule. On va se mettre en mode écriture, en mode write. C'est le W. Et là on va faire f.write. On va lui donner le contenu HTML. Et on va faire un f.close. On ferme le fichier une fois que tout est bien écrit. Cette fois-ci, regardez, je sauvegarde et je relance. Alors, bien sûr, ici, le point d'arrêt, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. Je peux recliquer sur le point ici et je peux relancer de manière normale. Là, je relance, vous voyez que ça affiche fin. Et si je vais au niveau des fichiers ici, je vais cliquer sur cette icône, vous voyez qu'on a un recette HTML qui est apparu. Si le fichier n'apparaît pas chez vous, eh bien, vérifiez bien que vous avez ouvert le bon dossier dans Visual Studio, comme je vous ai montré précédemment. Et là, regardez, c'est intéressant, si je clique sur ce fichier, je peux voir le contenu HTML et on va pouvoir voir qu'il correspond bien au contenu HTML du site tel que je vous l'avais montré au début de cette vidéo. Vous voyez ici, si je compare et que je remonte tout en haut, on commence bien par doctype HTML ici. Ensuite, on a HTML lang fr, etc. Vous voyez qu'on a bien récupéré le code HTML du site. Mais maintenant, regardez, si on vient double-cliquer sur ce fichier HTML pour l'ouvrir dans le navigateur Chrome, eh bien, les choses ne s'affichent pas exactement pareil que sur le site original. Vous voyez qu'on n'a pas les images, on n'a pas les couleurs, on n'a pas les styles. Eh bien, ça c'est normal, c'est parce que dans le code HTML, vous voyez qu'il vient charger un fichier CSS. Et le CSS est justement responsable des différents styles. Ici, nous, on ne s'intéresse pas au style. Ce qui nous intéresse, c'est de venir récupérer uniquement les informations. Et bien sûr, il y a une différence entre le navigateur et notre script. Notre script, il fait juste une requête HTTP et il récupère le contenu texte HTML. Mais on ne va pas interpréter l'HTML. Alors qu'un navigateur, il vient l'interpréter. C'est-à-dire qu'il vient lire le contenu HTML. Il vient voir que ici, il faut charger un fichier CSS. Donc, il charge le fichier CSS. Si éventuellement, il y a du JavaScript à exécuter, eh bien, il vient exécuter le JavaScript. Mais nous, ça fonctionne pas de cette façon. On récupère le contenu HTML en forme de texte et on ne vient pas l'interpréter. Mais peu importe, ce n'est pas l'objectif. En tout cas, on a bien toutes les informations qui s'affichent. Gâteau au chocolat, les ingrédients. On a juste un petit problème d'encodage de caractères. Vous voyez que les caractères spéciaux comme les et accents aigus ne s'affichent pas correctement. Eh bien, on va corriger ça dans notre code. Vous revenez dans votre script et ici, juste après le request.get, vous allez faire un response.encoding est égal à UTF-8. Vous voyez que quand je fais ça et que je relance, il va me recréer le fichier HTML. Là, je peux venir le réouvrir et là, vous voyez que je n'ai plus de problème au niveau des caractères. Mais on peut faire un peu mieux que ça. Parce que en fonction des sites, certains sites auront un encodage de caractère UTF-8, certains sites auront un encodage de caractère Unicode ou un autre. Le mieux, c'est de venir récupérer directement l'encoding du site en question. Et là, vous voyez que si je relance, que je mets un point d'arrêt juste après request.get, je peux venir récupérer directement l'encoding du site en question. Je vais relancer en mode debug. Je vais observer le contenu de response. Et là, vous voyez que dans response, j'ai un champ qui s'appelle apparent encoding. Le mieux, c'est de venir récupérer le contenu de ce champ directement. Donc là, au lieu de prendre UTF-8, on va faire response.apparent encoding. Je sauvegarde, j'arrête le débugger et je relance en mode normal. Ok, je réouvre le fichier recette.html et cette fois-ci, vous voyez que tout est bon. Maintenant qu'on a récupéré le code HTML de notre site, on va venir le parser pour extraire les différents éléments. Si vous aimez apprendre avec ce tutoriel, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Allez, on continue. Pour extraire les différents champs du site comme le titre, la description et les ingrédients, on va devoir identifier tous ces éléments. Et pour faire ça, vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur Inspecter. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, utilisez bien le navigateur Chrome pour utiliser les différents outils que je vous présente ici. Là, vous voyez que vous avez cette interface où vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton ici. Et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur l'élément qui vous intéresse. Nous, par exemple, on va s'occuper du titre ici. Si je clique sur le titre, eh bien, vous voyez qu'il me le sélectionne à l'intérieur du code HTML. Et là, on peut voir que c'est un élément de type H1. Pour ceux qui ne connaissent pas le code HTML, eh bien, c'est un système avec des balises. Balises de début et balises de fin qui terminent par le slash. Et ces balises vont pouvoir avoir différentes propriétés, notamment des classes de style HTML ou bien des ID qui nous permettront de facilement les identifier. En tout cas, ici, on a juste une balise, la balise H1. Si je sélectionne la description à ce niveau-là, je clique, eh bien, j'ai une balise de type P paragraphe avec une classe description. Et bien avec la bibliothèque Beautiful Soup qu'on va utiliser dans notre script, on va tout simplement lui dire, eh bien donne-moi le contenu du champ H1.
ou bien donne-moi le contenu du champ P avec la classe description. Attention à la notion de classe, je ne parle pas des classes en POO, c'est-à-dire en programmation orientée objet. Ici, la notion de classe, ce sont juste des styles CSS, donc ce sont bien deux notions différentes. Allez, je vous propose qu'on commence, on retourne dans notre script et on va tout simplement venir rajouter la bibliothèque Beautiful Soup. Pour éviter de retaper tout le code, vous pouvez également faire une recherche sur Google. Là, regardez par exemple, vous cherchez Beautiful Soup et vous allez tomber sur un lien Crummy qui est la documentation officielle. Vous pouvez cliquer ici et ensuite vous descendez plusieurs fois et vous allez arriver sur ce paragraphe Making the Soup. Vous allez pouvoir reprendre ici cette ligne pour importer la bibliothèque. From BS4, import Beautiful Soup. Je vais prendre cette ligne directement, je vais retourner dans mon script et juste après le import request, je vais coller cette ligne. Faites attention, from import BS4, import Beautiful Soup. OK. Alors bien sûr, je vais vous montrer comment l'installer, mais je vais rajouter également une autre ligne de code. Vous voyez ici, on a soup égale Beautiful Soup. Bon, ils nous ont donné du code HTML. Nous, on va donner le contenu de notre variable HTML directement, mais peu importe. Vous allez venir recopier cette ligne de code et on va venir la placer juste après la gestion du fichier recette.html à ce niveau-là. Bien sûr, on va modifier cette ligne pour lui passer le contenu HTML qu'on a récupéré précédemment. Alors, faites attention, on passe la variable directement. Ne faites pas l'erreur de passer entre guillemets HTML. On ne souhaite pas passer une chaîne qui contient juste HTML, mais bien le contenu du code HTML. Donc on passe bien la variable directement. Ici, on a différentes options sur le parseur, c'est-à-dire qu'on peut avoir différentes méthodes pour parcourir le code HTML. Vous voyez que ici, par défaut, c'est html.parser, mais dans la documentation, si vous remontez, vous voyez que vous avez différentes options avec différents avantages et inconvénients. Moi, je vous propose d'utiliser un autre parseur. Parce que notamment sur les codes HTML5 récents, cet ancien parseur, HTML parseur, ne fonctionne pas bien et ne vous permettra pas d'extraire tous les champs. C'est pour ça que je vous conseille plutôt d'utiliser celui-ci, HTML5 lib. Donc on va venir récupérer le contenu de ce champ ici, HTML5 lib avec les guillemets. Je copie ça et je viens le remplacer dans mon code à ce niveau-là. Alors qu'on utilise les guillemets simples ou les guillemets doubles, ça n'a aucune importance. C'est bien une chaîne de caractères. Allez, maintenant si je relance mon programme, il va sûrement fonctionner chez moi parce que j'ai déjà installé les bibliothèques. Chez vous, vous aurez une erreur. Même principe, vous prenez le début de votre ligne de commande avec votre interpréteur Python. Je copie, je fais espace -m, espace pip, espace install. Et là, on va mettre Beautiful Soup et vous rajoutez 4. C'est la version. Enter. Et vu qu'on a utilisé le parseur HTML5, il va falloir l'installer, c'est une autre bibliothèque. Vous allez refaire un python pip install avec HTML5 lib, enter. Une fois que c'est bon, vous pouvez retourner dans votre code. Alors HTML5 lib, on n'a pas besoin de l'importer directement, c'est importé directement à l'intérieur de la bibliothèque Beautiful Soup, donc on n'a pas besoin de rajouter de lignes à ce niveau-là. Et là, vous voyez que si vous relancez de votre côté, normalement, tout fonctionne bien. On va commencer à extraire les différents éléments. Notamment, on va extraire le titre. On a vu que le titre, c'était la balise H1. À partir ici de cet élément soup, on va pouvoir lui demander de récupérer certains éléments, notamment grâce à la fonction find. Je vais dire, cherche-moi l'élément de type, entre guillemets, H1. Et là, il va me donner l'élément H1. Bon, on peut créer une nouvelle variable qu'on va appeler titre. Et on va faire un print de titre. Et on va voir ce qu'on récupère. Allez, je relance le programme. Et là, vous voyez que dans la réponse, je reçois H1, gâteau au chocolat H1. Ça a fonctionné, mais nous, ce qu'on voudrait récupérer, c'est juste le titre, c'est-à-dire le contenu texte ici, gâteau au chocolat. Pour faire ça, il vous suffit juste de demander la propriété .text sur l'élément. Donc là, je fais soup.find.text, je relance et je récupère bien mon titre, gâteau au chocolat. Remarque, cette fonction find vous retourne le premier élément qui correspond aux critères qu'on lui a donné. Si on avait plusieurs éléments H1 dans notre page, il nous aurait retourné tout simplement le premier élément. Allez, on continue et maintenant, je vous propose d'extraire la description. Description est égale à soup.find. On avait vu précédemment que c'était un élément de type P. Là, si je reviens sur le site, que je retourne ici, dans l'inspection notamment, vous voyez que c'est un P. Paragraphe de type classe description. Donc là, faites attention. Effectivement, peut-être que c'est le premier paragraphe de ma page. Donc là, si je lui demande de récupérer le premier paragraphe et que je fais un print de la description, je relance ça.
Bon, non, ce n'était pas le premier paragraphe, il m'affiche recette. Et d'ailleurs, si j'inspecte l'élément recette, eh bien vous voyez que l'élément recette, c'était bien un paragraphe. Donc là, même si cet élément, il a une classe catégorie, eh bien quand j'ai fait une recherche de l'élément P, il m'a retourné le premier élément P qui était recette. Nous, on ne souhaite pas obtenir ça, on souhaite obtenir la description, donc on va devoir rajouter un critère en lui disant « Je souhaite récupérer l'élément P de la classe description ». Et pour faire ça, on va venir rajouter une virgule ici. Alors faites attention, on est bien à l'intérieur des paramètres de la fonction find. On lui dit je veux le P avec class. Alors class, c'est un mot-clé en Python. C'est pour ça qu'on va devoir faire class underscore pour pas faire une confusion avec le mot-clé class en programmation orientée objet et les classes de style CSS. Class est égal à description. Je sauvegarde, je relance et cette fois-ci vous voyez que je récupère bien la description de ma recette. Petite remarque, si l'élément que vous recherchez n'existe pas dans votre page HTML, par exemple ici, on va mettre une description 2, eh bien la fonction find, elle va retourner none. Et vu qu'on fait un point texte sur un none, eh bien on aura un crash dans notre programme. Vous voyez que si je relance, eh bien j'ai bien une exception ici. Il me dit le none type n'a pas d'attribut texte et on est sur la ligne 22 qui correspond bien à cette ligne ici. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien pour avoir un code plus robuste, on pourrait effectivement d'abord tester l'élément de la description qu'on pourrait appeler E-description. Je vais enlever le point texte s'il existe bien, s'il n'est pas non, donc on peut faire un if E-description. Et à ce moment-là, on récupère une description qui est égale à E-description, élément description, point texte. Et à ce moment-là, bien sûr, on pourrait mettre le print à l'intérieur. Et là, si je relance, bon, je n'ai pas d'erreur, mais il n'a pas réussi à récupérer la description, c'est normal. Et bien sûr, si je remets une description tout court, là, ça refonctionne. C'est mieux, mais ça alourdit un peu le code. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de créer une nouvelle fonction qui va nous retourner le texte si effectivement l'élément existe et qui va retourner none si ce n'est pas le cas. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se mettre tout au début du programme, juste après URL, et on va définir une fonction def qu'on va appeler par exemple get text if not none, et on va lui passer en paramètre juste l'élément qu'on va appeler E. Et on va dire si E n'est pas none, et bien à ce moment-là, on va faire un return du texte de l'élément e.text. Et sinon, on va retourner none avec un n majuscule. Faites bien attention. Et ensuite, dans notre code, eh bien, il nous suffira d'utiliser notre fonction. Là, je vais prendre le nom de la fonction, je copie, je reviens ici, et au lieu de faire tout ça, eh bien, on peut simplifier. On peut faire une description égale soup.find. Donc ça, c'est l'élément, ça correspond au E. Et bien tout simplement, c'est ce qu'il faut passer à l'intérieur de notre fonction. C'est pour ça qu'on va faire getText if not none de cet élément. Là, j'ai mis une parenthèse et il faut rajouter une parenthèse fermante à ce niveau-là. Ça, c'est bien le paramètre qu'on passe. Et ensuite, eh bien, on peut tout simplement mettre notre print description. Là, regardez, je relance effectivement dans le cas nominal, je reçois bien la description de ma recette. Et si je donne une mauvaise description en reprenant description 2, je relance. Et cette fois-ci, on n'a pas de crash, mais on a juste un print none, tout est bon. Également, petite remarque, vous verrez que parfois quand on récupère du texte dans des éléments HTML, on aura parfois des espaces avant et après. Donc là, juste pour éviter ça et pour améliorer notre fonction, on peut remonter tout en haut et ici récupérer le e.text et en rajoutant un point strip. C'est une fonction qui permet justement d'enlever des éventuels espaces avant et après la chaîne de caractères. C'est une petite amélioration que je vous propose ici. Tout est bon pour le titre et la description et on continue avec les autres éléments, notamment les ingrédients. Pour les ingrédients, je vais vous montrer comment extraire plusieurs éléments à la fois. Pour ça, on va utiliser la fonction findAll. Tout d'abord, on va inspecter ici. De retour dans Chrome, j'utilise cet outil. Et là, vous voyez que si je sélectionne un ingrédient, on se retrouve avec plusieurs éléments de type P. On a chocolat noir, beurre, etc. Mais comment est-ce qu'on va faire pour distinguer ces éléments de type paragraphe? On a vu que dans cette page HTML, on avait d'autres éléments de type P. Eh bien, vous allez voir qu'on va rencontrer une difficulté et je vais vous montrer comment faire ça. Donc là, ce que je vous propose, c'est tout simplement de revenir dans le code. On va commencer par récupérer ces différents éléments. Ce qu'on peut faire, c'est se placer tout à la fin de ce qu'on a déjà fait ici, à ce niveau-là. Là, je vais mettre un commentaire ingrédient. Et puis, on va commencer à récupérer, on va faire un soup.find des différents éléments. Donc là, je vais dire que je veux récupérer tous les éléments P de la page, par exemple. Le .find P. Alors attention, la fonction find, elle retourne le premier élément, on l'a vu précédemment, mais il existe une autre fonction qui s'appelle find underscore all. Donc là, on va dire qu'on a tous les ingrédients, E underscore ingrédient, qui est égal à ça, et on va pouvoir boucler sur tous les ingrédients.
Donc là, attention, je vais mettre E ingrédient avec un S et je vais comme ça boucler sur for ingrédient sans S, in ingrédient avec un S et je vais faire un print de l'ingrédient point texte. Et là, je vais juste rajouter dans le print avant ingrédient, voilà, et je vais mettre une virgule. Ah, d'ailleurs, j'ai fait une erreur, ingrédient. Ok. Faites attention, c'est bien ingrédient avec un S où on récupère tous les éléments de type P dans la page. Bien sûr, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est pas tout à fait exact. On va voir pourquoi. On va boucler sur tous les éléments et pour chaque élément qu'on a récupéré, eh bien, on fait le point texte comme on a vu précédemment. Bien sûr, on aurait pu utiliser notre fonction getText if not none, mais ici, c'est un peu différent parce que vu qu'on récupère différents éléments, on se retrouve pas avec des éléments non, ou bien il aurait fallu qu'on ait aucun élément qui corresponde à ce critère et que E ingrédient soit non directement. D'ailleurs, on aurait pu le tester dans le code. Bon, pour simplifier, on va rester comme ça. Là, regardez, si je relance, eh bien, je me retrouve avec tous les paragraphes de la page. J'ai notamment ingrédient recette, ingrédient cette recette facile qui est la description. Ensuite, j'ai bien tous les ingrédients, c'est ce qu'on souhaite récupérer. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 qui correspondent au numéro qu'on a ici. Vous voyez que c'est également des paragraphes, si j'inspecte à ce niveau-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour filtrer et finalement récupérer que les éléments qu'on a à ce niveau-là? Eh bien, jusqu'ici, quand on utilisait la fonction find ou la fonction find all, on le faisait directement sur l'élément soup. L'élément soup, il fait une recherche à partir du body de la page. C'est-à-dire qu'on va faire une recherche sur tous les sous-éléments du body. Une recherche complète sur la page HTML. Est-ce qu'on pourrait pas faire une recherche juste sur une partie de la page? Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. Notamment si je reviens sur l'inspection à ce niveau-là. Vous voyez que la particularité de nos ingrédients, c'est qu'ils sont contenus à l'intérieur d'un autre élément, qui est une div classe ingrédient. Eh bien, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est d'abord de venir récupérer cet élément div classe ingrédient et à l'intérieur de cet élément, faire une recherche sur tous les paragraphes, ce qui va nous permettre d'isoler seulement les ingrédients. Donc on va faire ça, on va récupérer d'abord notre div ingrédient qui est égal à soup.find. Attention, le find normal, pas le find all. On souhaite récupérer un élément de type div avec la classe underscore, toujours mettez classe underscore à ce niveau-là, qui est égal à, et c'est ingrédient. Une fois que j'ai récupéré mon div ingrédient, attention, on ne fait pas texte ici, on ne souhaite pas récupérer le texte, mais bien l'élément, bien le div ingrédient. Et bien, à partir de cet élément, on va pouvoir faire les recherches des différents paragraphes. Donc, au lieu de faire un soup.findAll, eh bien, je vais faire un findAll à partir de cet élément div ingrédient. Là, vous voyez que si je relance, eh bien, j'ai bien uniquement les ingrédients qui s'affichent. Tout est bon. Pour continuer, je vous propose de faire un exercice et vous allez notamment extraire les différentes étapes de préparation ici. Faire fondre le chocolat, mélanger le sucre, mélanger le tout, etc. Je vous donne les quelques étapes pour réaliser cet exercice. D'abord, première chose, c'est que vous allez utiliser l'inspecteur pour bien identifier les différents éléments. Vous allez juste récupérer les textes ici, sans les numéros. Ensuite, vous allez utiliser les mêmes techniques qu'on a vues, les fonctions find et les fonctions find all pour extraire les différents éléments. Et ensuite, dans votre code, vous allez afficher les différents textes sans les numéros ici. Je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Première étape, eh bien, j'inspecte les différents éléments. Qu'est-ce que c'est? On a cette fois-ci des TD. Alors, je vois que j'ai un premier TD. Là, il y a un TD aussi, mais avec numéro 1. Mais là, j'ai un TD de type classe préparation étape. Et ensuite, celui-ci, c'est aussi un TD de type préparation étape. D'accord. Donc, tous les éléments qui nous intéressent, nous, on ne veut pas les numéros, on ne veut pas le classe numéro, eh bien, c'est bien des TD de classe préparation étape. C'est quoi un TD? Eh bien, c'est un table data. C'est un élément qui est dans une table. Là, vous voyez qu'on se trouve à l'intérieur eh bien, d'un élément de type table. Bon, peu importe. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire un find all sur les éléments de type TD, de type classe préparation étape. On pourrait aussi, par précaution, pourquoi pas, faire une recherche relative par rapport à l'élément table. Donc d'abord faire un find sur l'élément table de type préparation et ensuite récupérer tous ces éléments-là. Bon, ce serait une précaution dans le cas où on aurait également ailleurs dans la page d'autres éléments de type TD, de type classe préparation étape. Donc on va faire ça. Je vais d'abord faire la recherche de l'élément table de type préparation. Donc là, je peux faire table préparation est égal à soup.find, l'élément de type table avec la classe préparation. Ensuite, à partir de cet élément table préparation, eh bien, on va faire un findAll. Point findAll. On souhaite récupérer tous les éléments de type TD
avec la classe underscore. Et là, c'était préparation étape. Vous voyez, vous pouvez très bien double-cliquer ici pour recopier directement le nom des classes. Et là, ça va nous permettre de récupérer tous les éléments de type étape de préparation. Je vais juste mettre étape. Bon, c'est un peu le même principe que le code précédent. Vous voyez, je peux même recopier la boucle for ici. Je peux faire for étape sans S, in étape avec un S, et afficher les étapes en faisant étape.text. Là, si je relance, vous voyez que je récupère bien toutes les différentes étapes de ma recette. Tout est bon pour l'exercice. Petite remarque, vous pouvez également utiliser ChatGPT pour vous aider à générer du code. Même dans sa version gratuite avec ChatGPT 3.5, il connaît le code Python, le code HTML, la bibliothèque Beautiful Soup. Et là, regardez dans cet exemple, je lui ai dit « Génère du code Python avec Beautiful Soup pour récupérer les champs texte correspondant aux étapes de la recette, comme faire fondre le chocolat avec le beurre, à partir du code HTML suivant. » Bien sûr, vous devez lui donner le code HTML du site. Donc là, vous faites un copier-coller. Je lui ai donné tout le code HTML. À partir de là, il est capable d'analyser ce code HTML et de me faire une réponse, de générer du code, notamment, vous voyez, from BS4 import beautiful soup, etc. Et là, lui, il a utilisé une autre méthode pour extraire ces éléments. Il a utilisé une fonction soup.select, où on peut donner directement le sélecteur, c'est-à-dire point, ça correspond à classe, préparation étape, peu importe. Là, je lui ai dit, d'accord, fais la même chose en utilisant les fonctions find et findAll. Et là, il m'a généré du code. Donc lui, il a directement fait un find all sur la classe préparation étape. Effectivement, nous, on a sélectionné les éléments de type TD, mais il se trouve que dans le code HTML, il n'y a pas d'autres éléments qui ont la classe préparation étape. Donc lui, il a juste simplifié le code, peu importe. Et à partir du code HTML, pourquoi pas, on peut lui dire de générer du code Python pour d'autres choses. Là, par exemple, je lui ai dit, génère le code pour télécharger l'image. Donc là, il a utilisé la bibliothèque request, il a récupéré l'URL de l'image, et ensuite il a récupéré le contenu de l'image, puis il l'a extrait, il l'a sauvegardé dans un fichier. Oui, ChatGPT sait coder, mais il ne remplace pas encore les développeurs. Vous devez toujours bien maîtriser ce que vous faites et toujours vérifier le code qu'il vous donne. C'est tout pour cette première partie. On a travaillé volontairement sur un site relativement simple pour récupérer son code HTML, l'analyser et extraire les différents éléments. Vous verrez que sur certains sites, les éléments sont un peu plus difficiles à extraire. Pour ça, vous pouvez regarder un peu plus la documentation de Beautiful Soup. Il existe également d'autres fonctions qui vous permettent de parcourir le code HTML de manière différente. Vous pouvez également retrouver le code source de ce projet. Je vous le mets à disposition avec un lien en description de cette vidéo. Et pour continuer et vous entraîner, je vous propose ce site qui s'appelle scrapethisSite.com. Vous avez notamment cet onglet ici, Sandbox, où vous avez différents sites d'entraînement, par exemple le premier, qui vous donne une liste de pays avec des caractéristiques. Et bien pourquoi pas, si vous souhaitez vous entraîner, vous pouvez récupérer le contenu de cette page HTML et puis l'analyser avec Beautiful Soup pour récupérer des statistiques sur les différents pays. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous souhaitez également aller plus loin dans le scrapping, j'ai une formation qui vous propose de faire des projets complets sur le scrapping. Je vous ai mis le lien de cette formation en description de cette vidéo. Pour l'instant, tout fonctionne bien, tout est simple, mais vous allez voir que certains sites se protègent contre le scrapping. Je vais donc vous parler maintenant des protections. À tout de suite. Pour l'instant, on a débuté avec un site simple pour s'entraîner, mais dans la réalité, c'est différent. Souvent, les sites ont des mécanismes de protection contre les scripts de scrapping. Il y a même des sociétés spécialisées dans ces protections, comme Datadog, qui protège des sites comme Le Bon Coin. Ce sont des solutions complexes et qui coûtent plusieurs milliers d'euros par mois. C'est efficace, mais c'est loin d'être destiné à tous les sites. Ici, je vais vous montrer quels sont les mécanismes de protection courants et comment les contourner. Et ensuite, on ira sur des techniques plus avancées. On commence. Le principe des protections contre le scrapping, c'est que le serveur va essayer de faire la distinction entre un vrai navigateur Internet, comme Chrome, Firefox ou Safari, et un script de scrapping représenté ici par le logo Python, mais ça peut être un autre langage de programmation, C#, Java, peu importe. Pour faire ça, il va analyser la requête HTTP qu'on va lui envoyer. Vous vous rappelez précédemment qu'on a utilisé la bibliothèque request pour faire un appel HTTP sur le site web. Eh bien, le serveur va pouvoir analyser cette requête HTTP, voir ce qu'il y a à l'intérieur et éventuellement aussi observer notre comportement face à la réponse qu'il nous donne. Dans cette partie sur les protections, on va parler à la fois des entêtes HTTP, du JavaScript, de headless browsing, des IP et des proxys et des solutions de scrapping professionnelles. Allez, on commence sur les entêtes HTTP. Quand vous faites une requête HTTP sur le serveur, vous allez également transporter des informations qu'on appelle les headers ou encore les entêtes.
entre un navigateur Chrome, Firefox et autres, les entêtes vont être différentes. Et elles vont être également différentes avec un script de programmation. Là, regardez si je vous montre concrètement la différence entre des entêtes qui viennent du navigateur Chrome quand j'accède à mon site Code avec Jonathan et depuis un script Python. Bon, vous voyez que tous ces champs ici correspondent à des entêtes HTTP qui sont transportées dans la requête. C'est des choses que le serveur va pouvoir analyser. Notamment, on se retrouve avec le user agent ici, qui décrit en quelque sorte votre identité. Dans le cas de Chrome, il nous dit, bon bah voilà, moi je suis un navigateur Chrome avec telle version sur tel système d'exploitation. Là, je suis sur macOS par exemple. Et là, dans le cas de notre script, on lui dit, bon bah nous, c'est un script Python qui utilise la bibliothèque request avec telle version. Ça permet aussi de faire des statistiques sur qui consulte le site. Par exemple, est-ce que c'est plus depuis des appareils mobiles? Est-ce que c'est plus depuis des ordinateurs Windows, etc. Et ça lui permet aussi de faire le filtre sur qu'est-ce qu'il accepte et qu'est-ce qu'il n'accepte pas. Bon, il y a également d'autres entêtes. Ici, on retrouve accept encoding. Ça sert à expliquer au serveur, bon bah voilà, moi je suis un navigateur qui accepte tel type de contenu, j'accepte les contenus type HTML, j'accepte les images, les vidéos, etc. J'accepte aussi, vous voyez dans accept encoding, eh bien des réponses qui peuvent être compressées par exemple. Bon, il existe également d'autres critères ici, on a les accept language, les cookies, etc. Tout ça pour vous dire que le serveur peut avoir ses propres critères et refuser des scripts d'automatisation. Ça veut dire que dans le cas d'un navigateur, il va observer les requêtes et va dire « Ok, j'accepte cette requête, je fais une réponse de 100 ». Et dans le cas de notre script, nous dire « Bon bah non, je refuse de répondre à cette requête, je réponds à un code par exemple 403 qui est forbidden », ça veut dire interdit. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir dans notre code venir modifier les headers et se faire passer pour quelqu'un d'autre, notamment se faire passer par un navigateur et tromper en quelque sorte le serveur pour qu'il puisse nous répondre. Bien sûr, ça reste un mécanisme de protection simple, on en verra d'autres par la suite, mais pour l'instant, je vous propose de faire ça directement au niveau du code. Là, regardez, je suis sur le site de recettes qu'on a utilisé précédemment. Je peux toujours faire un clic droit, inspecter. Et là, si je vais dans réseau et que je rafraîchis la page en cliquant sur cette icône ici, vous voyez les différents éléments que le navigateur vient charger sur le site. On a bien la requête HTTP normale qui vient récupérer l'HTML, comme on l'a fait dans notre script, mais également le navigateur va récupérer le contenu CSS pour les styles d'affichage et l'image du gâteau. Bon, si chez vous, vous avez potentiellement d'autres requêtes, c'est parce que vous utilisez peut-être des plugins au niveau de Chrome. Là, regardez, si je reviens sur la requête principale et que je vais dans les entêtes, je peux descendre et voir les différentes valeurs des entêtes qui sont transportées dans la requête HTTP. Notamment, on se retrouve avec le user agent. Et regardez maintenant, si je ferme cette partie et que je vais sur le site recette _ UA pour user agent, c'est une version du site différente que j'ai préparée ici qui vient vérifier le user agent. Eh bien, au niveau du navigateur, le site se charge correctement. Mais si je retourne au niveau du code et que je modifie l'URL ici de notre site, je mets bien recette _ UA au niveau du code. Eh bien, quand je relance, vous allez voir qu'on obtient une erreur 403. Si je vais sur Google et que je recherche HTTP 403, eh bien, je retrouve bien le code 403 forbidden. Ça veut dire interdit. Ça veut dire que le site m'a interdit l'accès. Alors, faites attention. Si vous vous trompez ici au niveau de l'URL, par exemple, je vais mettre n'importe quoi, on se retrouve avec un autre code d'erreur. Le code d'erreur 404 qui veut dire not found. Ça veut dire que cette page n'a pas été trouvée. Donc, si vous avez un 404, eh bien, vérifiez bien l'URL que vous avez mis ici. Mettez bien recette _ UA et vous allez obtenir un code 403. Ça veut dire qu'à cet instant donné, j'ai bien ce site web qui est accessible depuis un navigateur internet, mais qui n'est plus accessible depuis notre script de scrapping. Et bien justement, je vais vous montrer comment modifier les headers pour se faire passer pour un navigateur internet. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est d'observer les headers qui sont dans notre requête ici. Vous voyez que je vais remettre un point d'arrêt juste après la response à ce niveau-là et que je vais l'exécuter en mode debug. Je clique sur la petite encoche debug Python file. Très bien, j'arrive sur le point d'arrêt, je peux observer le contenu de response. Et là, vous allez regarder, dans response, vous avez une propriété qui s'appelle request. C'est quand on a fait la requête vers le serveur. Bien sûr, dans response, on a également reçu la réponse du serveur. Mais il y a également les informations de ce qu'on avait envoyé au serveur. C'est la partie request. Et à l'intérieur, on a les headers, notamment les entêtes qui nous intéressent. Alors, faites attention. Vous avez également un champ headers qui a ce premier niveau ici. Ce sont les headers de la réponse. Nous, on souhaite observer les headers de la request, de ce qu'on a envoyé. Et là, vous voyez que si je descends, on a également un champ store. C'est là qu'on va retrouver toutes les différentes propriétés, notamment les différentes entêtes, le user agent, le accept encoding, le accept, etc. Et dans le user agent, on se retrouve avec cette valeur
Python request. C'est justement cette valeur qu'on va modifier. Pour faire ça, je vais d'abord arrêter le débugger. Je clique ici. Je reviens à ce niveau-là et on va définir une nouvelle variable qu'on va appeler headers. H-E-A-D-E-R-S. Alors bon, j'aime bien la mettre en majuscule comme si c'était une constante finalement, même si les constantes n'existent pas en Python, peu importe. Et là, c'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire où on va donner les différentes valeurs. Nous, on va lui donner notamment la clé user agent. C'est la propriété qui nous intéresse. User avec un U majuscule tiré agent. Et là, je mets les 2 points après les guillemets. Et je vais lui donner la valeur. Qu'est-ce qu'on va donner comme valeur? Eh bien, pourquoi pas recopier la valeur de notre navigateur Chrome. Je reviens dans Chrome, je refais inspecter et je reviens dans ce qu'on avait fait précédemment, réseau. Je rafraîchis, je vais sur la requête ici et je descends. Et là, vous voyez que dans User Agent, je peux venir sélectionner ce texte. Donc là, je prends bien tout le texte. Je copie ça, je reviens dans mon code. Et là, au niveau de la variable headers, je vais mettre ça entre guillemets pour la valeur du header user agent. Ensuite, il me suffit de passer cette variable au niveau du get ici. Quand on fait request.get, on passe l'URL et vous allez passer virgule headers en minuscule est égal à la valeur de notre header qu'on a défini ici. Je sauvegarde, je vais enlever mon point d'arrêt et je vais relancer en mode normal. Vous voyez que je reclique ici sur l'onglet, je vais sélectionner le Run Python normal. Je lance ça et cette fois-ci, vous voyez qu'on n'a plus d'erreur et qu'on arrive bien à récupérer les informations comme précédemment. Notre script se fait passer pour un navigateur. Alors bien sûr, c'est un premier niveau de protection simple. Vous verrez que déjà avec ce changement, eh bien vous arriverez à scraper pas mal de sites. Mais pour d'autres sites qui sont mieux protégés, eh bien vous aurez également d'autres problèmes. Il faudra aller plus loin. Et c'est pour ça que maintenant, je voudrais vous parler du JavaScript. À tout de suite. Allez, on passe sur cette partie JavaScript. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, vous allez voir que sur certains sites, c'est pas parce que vous recevez une réponse 200 OK que vous avez bien obtenu toutes les informations dont vous avez besoin au niveau du scrapping. Tout simplement parce qu'il y aura peut-être du JavaScript à l'intérieur. Et comme vous le savez, le navigateur, lui, il a un moteur d'exécution JavaScript, ce qui va lui permettre d'interpréter ce JavaScript. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas au niveau de notre script. Au niveau du script, on récupère le code HTML comme si c'était du texte. Bien sûr, c'est du texte, mais on ne l'interprète pas. Tandis que le navigateur, lui, il va regarder le contenu du code HTML et s'il trouve notamment des balises script, eh bien, il va exécuter le code JavaScript correspondant. Notamment, ce qu'il peut se passer, c'est que quand le serveur vous répond la page HTML, la page ne contient aucune information, mais elle contient du code JavaScript qui, lui, derrière, si effectivement il est exécuté, va faire d'autres requêtes vers le serveur pour justement récupérer les informations de la page. Également, certains serveurs utilisent le JavaScript pour voir s'il est exécuté ou non. Et s'il n'est pas exécuté, eh bien, ils vont bloquer votre script. Et on peut aller plus loin, sur des mécanismes de protection plus avancés. Eh bien, le JavaScript est capable de regarder le comportement de l'utilisateur, comme par exemple observer les mouvements de la souris, puis envoyer toutes les coordonnées au serveur qui, lui, va juger si effectivement il s'agit d'un bot ou bien d'un humain. Allez, je vous propose de retourner dans le code pour mettre en évidence le problème concernant le JavaScript et ensuite je vous parlerai des solutions. J'ai justement préparé une version du site de recette qui utilise le JavaScript. Regardez, si je modifie l'URL, je modifie UA par JS et que je relance mon programme, eh bien cette fois-ci, vous voyez que j'ai une erreur. Il me dit, il n'est pas capable de récupérer ici l'attribut H1. Là, on est sur ligne 27, je descends. Ligne 27, vous voyez quand je fais le sous.find H1, eh bien justement ça crée une erreur. Pourquoi? Eh bien si j'ouvre le fichier recette.html qu'on a récupéré, si je clique ici et que je remonte tout en haut, vous voyez que le code HTML est différent. On n'a plus aucune information à l'intérieur. Mais par contre, vous voyez ici qu'on vient charger un script qui s'appelle loadcontent.js. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien si je retourne dans Chrome et que je modifie l'URL ici, recette UA, et que je mets JS, eh bien, par contre, tout fonctionne bien au niveau du navigateur. On retrouve bien tous les champs. Et si je fais clic droit, inspecter, eh bien, je peux toujours venir sélectionner le titre et je retrouve bien mon titre de type H1. C'est tout simplement parce que le navigateur est venu charger ce script JavaScript qui dynamiquement a chargé les données et est venu les placer dans le code HTML directement. C'est pour ça qu'on les retrouve ici et qu'on ne les a pas au niveau de notre script de scrapping. Pour contourner ce problème, vous avez par exemple Selenium. Là, par exemple, si je recherche sur Google Selenium Web, vous allez tomber sur ce lien selenium.dev. Là, si je clique ici, et ensuite que je clique sur Selenium Web Driver, je vais cliquer sur Read More.
Bon, vous avez accès à la documentation qui vous explique comment l'utiliser. Là, par exemple, je clique sur Get Started. Vous avez toutes les étapes pour installer, configurer, etc. Alors, qu'est-ce que c'est Selenium et comment ça marche? Eh bien, justement, je vais vous parler de Headless Browsing. Le principe, c'est que au lieu que ce soit votre script qui fasse l'appel HTTP au serveur, eh bien, votre script va piloter un navigateur qui, lui, va faire les appels HTTP avec le serveur. Ainsi, le serveur, lui, ce qu'il voit, eh bien, c'est une interaction avec un vrai navigateur. Et votre script, lui, il va piloter le navigateur en lui disant, par exemple, va sur telle page, clique sur tel bouton de la page, remplis tel ou tel formulaire. Alors, il n'y a pas que Selenium, il en existe d'autres. Il y a Puppeteer, Playwright. Vous pouvez bien sûr les utiliser avec le langage Python. Et quand vous exécutez votre script, vous pouvez voir éventuellement le navigateur et tout ce qu'il se passe, ou bien vous pouvez décider de le cacher. On parle alors de Headless Browser, c'est-à-dire navigateur sans tête ou sans affichage. L'avantage, c'est que c'est gratuit, ça s'utilise directement sur votre machine, mais c'est pas toujours facile à mettre en place et c'est relativement lent. Et ça ne résout pas tous les problèmes. Sur certains sites, vous aurez par exemple des captchas, même s'il existe certains plugins, etc. Eh bien souvent, ça va quand même vous bloquer. Et c'est pour ça que je vais également vous parler des adresses IP, des proxys et des solutions de scrapping professionnelles. Un autre problème que vous pouvez avoir, c'est le rate limit. Par exemple, si votre script fait beaucoup d'appels au serveur de manière très fréquente et très rapprochée, eh bien le serveur peut observer que vous faites beaucoup d'accès et donc bloquer votre adresse IP. Pour résoudre ce problème, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle un réseau de proxy, c'est-à-dire plusieurs ordinateurs qui vont avoir différentes adresses IP et qui vont vous permettre d'accéder au serveur sans qu'ils puissent pouvoir distinguer que tous ces accès proviendraient d'une seule machine. Pour faire ça, vous allez avoir recours à des solutions de scrapping professionnel qui vont vous proposer notamment des réseaux de proxy. Pour vous, ce sera transparent et ça vous permettra d'alterner les adresses IP. Ces solutions vous permettent également de contourner les problèmes concernant les captchas. Aussi, ça vous permet de ne pas avoir ce problème de devoir faire évoluer votre script avec les nouvelles évolutions des protections des différents sites que vous scrapez. Ça vous permet également de facilement piloter un navigateur headless, éventuellement d'utiliser certaines API, par exemple ici la SERP, c'est-à-dire les résultats de recherche Google. C'est typiquement une page qui n'est pas facile à scraper. Eh bien, certaines solutions de scrapping professionnel font tout le travail de scrapping en amont à votre place et vous proposent une API simple d'utilisation pour que vous puissiez récupérer les informations facilement. Et ensuite, ça vous permet d'avoir des bots de scrapping plus puissants pour pouvoir faire plusieurs requêtes en parallèle, notamment si vous avez beaucoup de pages à récupérer. Et l'inconvénient de ces solutions, bien sûr, c'est qu'elles sont payantes. Mais ça va être de toute façon nécessaire pour la réalisation du projet final de ce tutoriel, notamment pour scraper un site qui sera bien protégé contre le scrapping. J'ai essayé de mon côté différentes solutions de scrapping professionnel et celle que j'ai retenue, c'est Bright Data, qui en avance technologiquement et fonctionne très bien sur la grande majorité des sites et qui vous propose également toutes les fonctionnalités que j'ai listées juste ici. Bien sûr, mon souhait, c'est que vous puissiez suivre ce tutoriel totalement gratuitement. Je les ai donc contactés pour leur expliquer que je souhaitais faire un tutoriel sur ma chaîne. Ils ont accepté de sponsoriser cette vidéo et de devenir partenaire en vous proposant un crédit de 15$ sans avoir à fournir aucune information de carte bancaire. Vous pourrez trouver le lien en description. On utilisera ce lien un peu plus tard quand notamment on passera à la dernière partie de ce tutoriel. Je vous montrerai comment utiliser ce lien, comment créer votre compte sur la plateforme, etc. Mais juste avant, est-ce que le scrapping est légal? Si justement les sites mettent en place des mécanismes de protection, est-ce qu'on a le droit de contourner ces mécanismes de protection? Eh bien, justement, dans cette partie, on va parler des règles et dans quelle mesure vous pouvez faire du scrapping. À tout de suite. ChatGPT, est-ce légal de faire du scrapping et d'utiliser des solutions comme Bright Data? Le scrapping de données ou l'extraction automatisée de données de sites web se situe dans une zone légale complexe. Il est généralement légal si les données sont publiques et si l'activité respecte les conditions d'utilisation du site concerné. Cependant, le scrapping peut être illégal si cela viole les droits d'auteur, les lois sur la confidentialité des données ou les termes de service du site. L'utilisation de solutions comme Bright Data doit être conforme aux lois locales et aux politiques du site ciblé. Bon, ça c'est la version de ChatGPT, mais après avoir consulté un avocat spécialisé en droit numérique à l'occasion de ce tutoriel, il faut faire attention, parce que les lois sont différentes entre les pays. Pour la France, il y a un vide juridique. Ça veut dire que c'est pas très clair à quoi on s'expose. Cela dit, le code de la propriété intellectuelle indique que s'il y avait violation des droits d'auteur, eh bien ça expose à une peine de 300 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement.
Cela dit, ça révèle de la décision d'un juge. Il faudrait vraiment, pour arriver à ça, être allé très très loin, c'est-à-dire avoir porté atteinte au fonctionnement d'un site, avoir scrapé des données en quantité impressionnante, soit les avoir publiées sur Internet, ou soit avoir recréé un site concurrent qui effectivement impacterait de manière lourde le site en question. Donc c'est pas juste en scrapant quelques données que vous vous exposez à quoi que ce soit. Il faut vraiment aller très très loin pour vous exposer une peine. Et de manière plus générale, j'ai défini 4 points importants à retenir. Le premier point, c'est de toujours vérifier les conditions générales d'utilisation des sites. Est-ce qu'ils mentionnent que le scrapping est interdit? Quelle est leur politique d'utilisation des données? Deuxième point, faites une utilisation privée des données. Ne partagez pas ou ne revendez pas les données que vous avez scrappées. C'est interdit. Troisième point, faites une utilisation raisonnable du scrapping, ce qu'on appelle aussi le fair use. Bon, il y a de la marge, mais ne redirigez pas 10 000 machines sur un site pour dégrader sa bande passante. C'est ce qu'on appelle aussi le DDoS. C'est interdit. Et enfin, quatrième point, ce tutoriel vous est délivré à but éducatif pour apprendre la programmation et utiliser certains outils. Vous êtes responsable de l'utilisation que vous allez en faire. Petite remarque, je vous ai parlé précédemment de la solution Bright Data qu'on va utiliser. Et bien justement, Bright Data fait également des vérifications de leur côté pour s'assurer que vous faites une bonne utilisation du scrapping. Ils vont par exemple vérifier que vous respectez bien les conditions générales des sites, que vous faites une utilisation raisonnable du scrapping. Et si ce n'est pas le cas, ils vous préviendront. En d'autres termes, c'est un service qui à la fois vous ouvre des possibilités, mais aussi vous apporte une certaine protection. Allez, pour la suite de ce tutoriel, et pour rester dans un cadre légal, je vous propose de scraper un site fictif que j'ai réalisé pour vous, le site Techsport. On passe à la partie numéro 4, projet de scrapping avancé. Pour ce projet, on va scraper ce site fictif que j'ai créé et qui s'appelle Techsport. Vous pouvez y accéder depuis votre navigateur à l'adresse codeavecjonathan.com/scrapping/techsport. C'est un site d'e-commerce fictif et j'ai généré toutes les données avec l'intelligence artificielle, ChatGPT pour les textes et Midjourney pour les images. Ce site est bien protégé contre le scrapping. Vous n'arriverez pas à le scraper avec Request comme on a fait précédemment. Vous devrez utiliser la solution Bright Data que je vais vous présenter ici. Notamment, je vous parlerai de 2 mécanismes, le Web Unlocker et le Scraping Browser. Même si c'est un site fictif, ce site il est très proche techniquement des sites réels. Et ça va nous permettre à la fois d'apprendre et de pratiquer tout en restant dans la légalité, mais aussi d'apprendre une solution technique qui marche effectivement sur des sites réels. Je vous en ferai une démonstration. Encore une fois, ce sera à votre responsabilité d'utiliser le scrapper sur des sites réels ou non. Alors bien sûr, ça reste un site fictif qui n'est pas entièrement fonctionnel. Si vous cliquez sur ajouter au panier, il ne se passe rien. Également sur connecter ou s'inscrire, ça ne fonctionne pas. C'est normal parce que le but c'est de scraper le site, c'est de venir récupérer les différentes informations que vous voyez ici, comme le prix, le nombre d'évaluations. Vous avez accès aussi à plusieurs pages produits. Vous voyez ici dans produits similaires. Je peux cliquer sur d'autres pages. Mais avant de vous en parler un peu plus, je voudrais reparler de la problématique. Notamment si vous voulez scraper des sites comme, je sais pas, eBay, Amazon, LinkedIn, eh bien vous allez voir que ça ne fonctionne pas avec Request. Notamment si je reviens dans le code ici et que je crée un nouveau fichier. Je vais cliquer ici sur nouveau fichier, on va dire test request.py. Bon, on va reprendre un peu de code qu'on a fait précédemment ici sur le scrapping recette. Je vais notamment importer la bibliothèque request. Je vais reprendre ici URL, même s'il va falloir que je la modifie. Également le header du user agent, on va le reprendre. Je vais reprendre tout ça et on va juste faire ici un get, récupérer la response et je vais prendre toute cette partie du code. On va pas extraire les informations, mais on va juste sauvegarder le fichier HTML. Et là, je vais prendre la partie du bas. Donc faites attention. Ici, je prends le if jusqu'au f.close et je descends et je prends la partie du else jusqu'à la fin. Faites bien attention à la tabulation. J'ai bien if et else à ce niveau-là. Donc là, je vais pouvoir fermer ça. Voilà. J'ai test request. Je vais mettre l'URL qui correspond ici. Donc scrapping. Et ensuite, je vais mettre Techsport. Alors, on va y venir aussi Techsport, mais pour l'instant, je vais commenter cette URL. Si par exemple, je viens scraper pour faire une démonstration que ça ne fonctionne pas, mais vous allez voir le comportement, le site amazon.fr. Voilà. Je vais garder le header user agent qu'on a défini précédemment. On va juste faire un get dessus et récupérer la réponse, le code HTML et l'écrire dans un fichier qu'on va dire test request. Voilà. Je sauvegarde ça et je relance. Vous voyez qu'on n'a pas eu d'erreur. Ça affiche fin. Et on a bien récupéré un fichier testrequest.html. Si je clique dessus, vous voyez qu'on a bien du contenu HTML, donc on pourrait se dire que a priori ça a bien fonctionné. Mais si je viens ouvrir le fichier HTML en double-cliquant dessus,
eh bien vous voyez qu'on se retrouve avec une page HTML qui nous demande un CAPTCHA. Ça veut dire que Amazon se protège et on n'est pas capable de le scraper directement avec request. Également, si je reviens dans le code ici et que je viens modifier l'URL pour venir essayer de récupérer le site qu'on va devoir scraper avec le projet, c'est-à-dire le site Texport. Donc là, reprenez bien cette URL telle que je vous la présente ici, https codeavecjonathan.com scrapping Texport. Là, je relance. Là, vous voyez que on se prend une erreur 403. Vous pourrez éventuellement essayer de rajouter d'autres headers, etc. Vous verrez que vous n'arriverez pas à scraper ce site parce qu'il utilise aussi en interne du JavaScript. Par contre, avec la solution qu'on va mettre en place dans ce projet, eh bien, ça va effectivement fonctionner. Je vous montre ici les fichiers de sortie. On peut également faire des captures d'écran. Vous voyez, on peut faire une capture d'écran du résultat. Donc là, j'ai bien la page qui s'affiche avec toutes les informations. Ça, c'est la capture d'écran, donc c'est un fichier PNG. Mais j'ai également le fichier HTML de sortie. Si je double-clique, eh bien vous voyez bien qu'on a réussi à scraper toutes les informations à ce niveau-là. Donc pour ce projet, je vais vous montrer comment réaliser ce script. Et je vous montrerai également comment aller plus loin parce que le site que je vous présente ici possède des prix qui évoluent chaque jour pour simuler un peu des variations de prix, comme c'est le cas sur le site réel. Donc le prix évolue chaque jour, également le nombre d'évaluations évolue. Et bien je vous montrerai comment on pourrait stocker les données et voir l'évolution des données au cours du temps. Et également, je vous montrerai comment on pourrait automatiser ça pour que votre scrapper se lance de manière régulière une fois par jour. Et aussi, comment est-ce qu'on pourrait utiliser, par exemple, l'API de ChatGPT. Si on souhaitait prendre des informations, une description d'un produit, reformuler la description produit et régénérer des nouvelles pages produits. Et bien justement, on va faire tout ça. Allez, on commence sur ce projet. On va avancer en plusieurs étapes. Tout d'abord, la création de votre compte sur le site Bright Data. Pour rappel, Bright Data est le partenaire de cette vidéo. Il vous offre un lien qui vous permet d'obtenir 15 $ de crédit, ce qui est largement suffisant pour ce tutoriel vu qu'on va utiliser quelques centimes de crédit et ça vous laisse beaucoup de crédit justement pour expérimenter de votre côté sur d'autres sites par exemple. Pour faire ça, vous utiliserez le lien qui est en description de cette vidéo. Je vous l'inscris également ici. De toute façon, on fera toutes les étapes ensemble. Deuxième étape, je vous montrerai comment utiliser le Web Unlocker. Troisième étape, on verra ensemble le Scraping Browser. Bien sûr, je vous expliquerai à quoi correspondent ces différentes techniques et quelles sont les différences. Quatrième point, on va extraire les différentes informations. Je vous montrerai ensuite comment aller plus loin, notamment avec différentes démonstrations et du code que j'ai déjà écrit pour vous montrer comment stocker les données, comment automatiser votre script pour le lancer de manière régulière et également, pourquoi pas, utiliser l'API de ChatGPT pour reformuler et recréer des nouveaux contenus. Allez, on commence sur la création de votre compte. À tout de suite. Vous allez utiliser le lien que je vous ai donné dans la description de cette vidéo. Je vous le remets ici. BRDTA pour la contraction de brightdata.com/codeavecjonathan. Vous allez à cette URL et ensuite vous allez cliquer sur Start Free Trial. À partir d'ici, soit vous rentrez directement votre nom, prénom, adresse email et puis l'information sur la taille de votre société. Bon, ça n'a aucune importance, vous pouvez mettre de 1 à 9 employés et cocher la case j'accepte puis créer un compte. Ou bien vous pouvez également vous connecter avec un compte Google. Bon, peu importe, je vous laisse faire. Dans mon cas, je vais me connecter avec un compte Google directement. Une fois que c'est bon, il me propose cette interface. Vous rentrez bien votre nom, j'accepte la licence et je clique sur ce bouton. À partir d'ici, vous allez vérifier que vous avez bien récupéré les 15 $ de crédit. Pour ça, à partir du menu à gauche, vous allez cliquer ici sur Billing. Bon, dans mon cas, manifestement, j'ai récupéré 35 $, mais normalement, sur votre compte, vous devrez voir apparaître 15 $. Tout est bon pour cette étape. Si par exemple vous fermez ce site, pour réaccéder à votre compte, eh bien vous devrez aller sur le site brightdata.com et à partir de là, normalement, vous allez être automatiquement connecté ou bien vous cliquez sur Login et vous réutilisez vos identifiants. Vous voyez ici, il me suffit de cliquer sur User Dashboard et je retrouve l'interface que j'avais précédemment. Tout est bon pour cette étape. Étape numéro 2, on va commencer à utiliser le Web Unlocker. Mais juste avant, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer la différence entre les deux mécanismes que j'ai évoqués, le Web Unlocker et le Scraping Browser. Le Web Unlocker, c'est la première solution de choix quand vous allez devoir faire du scrapping. Vous allez en général d'abord utiliser le Web Unlocker pour voir si effectivement vous arrivez à scraper le site. Concrètement, qu'est-ce que c'est techniquement ? C'est pas réellement l'utilisation d'un navigateur en interne. Je ne sais pas exactement quelle est leur solution technique, mais ils ont tout un programme ou tout un processus qui va vous permettre de vous faire passer pour un utilisateur réel. Et pour l'avoir utilisé, je peux vous dire que sur un nombre de sites assez important, ça fonctionne et c'est assez puissant. Donc c'est la première solution de choix, mais
Potentiellement, si vous avez besoin d'interactivité sur certains sites ou d'utiliser du JavaScript pour charger des données ou autre, eh bien vous allez utiliser le scraping browser qui va s'utiliser comme par exemple Selenium qu'on avait évoqué précédemment, ce qui vous permet par exemple à partir d'une page de pouvoir cliquer sur des éléments, rajouter du texte, etc. Donc tout ce qui est interactivité et éventuellement devoir faire tourner du JavaScript. On va donc commencer tout d'abord sur le Web Unlocker et puis on verra si ça fonctionne sur notre site. Bien sûr, ça fonctionnera pas. Je l'ai fait exprès. C'est pour ça que dans un deuxième temps, on passera au scraping browser. Allez, vous allez retourner sur votre compte Bright Data. Vous allez sur le site brightdata.com, vous vous connectez à votre compte, vous retournez sur votre interface. Là, regardez si je le fais. Je retourne sur brightdata.com. Si vous n'êtes pas connecté automatiquement, vous cliquez sur le bouton Login. Et ensuite, vous verrez cette interface, vous cliquez sur User Dashboard. Une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir cliquer sur le menu de gauche. Vous voyez, on va cliquer sur cette icône ici, Proxies and Scraping Infra. Vous cliquez ici et on va créer notre Web Unlocker. Alors vous voyez dans cette interface, il nous propose plusieurs options. On a le Scraping Browser qu'on va créer dans un deuxième temps. On a bien le Web Unlocker ici. Ensuite, on a la SERP API. C'est une API qui vous permet d'obtenir les résultats de recherche Google. Ça, c'est pratique. Et ensuite, vous avez un tas d'options concernant des proxys. Pour rappel, des proxys, ce sont des ordinateurs qui vont être situés à différents endroits et qui vous permettent de faire une rotation de votre IP. Cela dit, le Web Unlocker et le Scraping Browser, ils utilisent aussi les proxys directement. Ça veut dire que ces options proxy ici, c'est juste si vous souhaitez passer par un proxy. Donc, utiliser une adresse IP différente. Dans notre cas, on va utiliser le Web Unlocker. Vous allez cliquer ici sur Get Started. Une fois que vous êtes là, vous descendez et vous allez garder les options par défaut. Je vais cliquer sur Save and Activate. Une fois que c'est bon, et vu que c'est la première fois, il vous propose ici une pop-up d'aide. Alors chez moi, elle est affichée partiellement, mais vous cliquez sur Next. Si c'est le cas, voilà, vous allez cliquer plusieurs fois sur Next parce qu'il vous explique un peu comment fonctionne l'interface. On n'en a pas besoin ici, peu importe. En tout cas, vous voyez qu'on a les identifiants qui s'affichent. Alors, ne vous amusez pas à recopier les identifiants, ils ne seront plus valides parce que j'aurais supprimé ce Web Unlocker de mon côté. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur ce bouton Checkout Code and Integration Examples. Vous cliquez ici et on va pouvoir lui dire de générer déjà une partie de code qu'on va utiliser dans un script de Python. Vous gardez ici API et dans Language, vous allez sélectionner le langage Python. Vous voyez qu'on peut utiliser cette solution avec d'autres langages de programmation. Sélectionnez bien Python dans notre cas. On va garder ici les options par défaut et je vais venir tout simplement cliquer sur ce bouton ici, copier, pour venir copier l'ensemble du code source. De retour dans Visual Studio, vous allez créer un nouveau fichier qu'on va appeler web-unlocker.py et on va venir coller tout le code qu'on a récupéré juste à l'instant. Alors, on va juste nettoyer un peu ce code. Vous voyez qu'ici, on a des prints. On va supprimer tous les prints qui sont en haut ici, avec également cette ligne de commentaires. Je supprime tout ça. Et là, vous voyez au niveau du code, on a du code qui a été écrit pour Python version 2, qui correspond à toute cette partie-là du if, et du code pour Python version 3, qui est ici. Nous, on travaille exclusivement avec Python 3 dans ce tutoriel. Donc, de toute façon, on va supprimer tout le code qui concerne Python 2. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez supprimer toute la partie du if ici. On va supprimer tout ça. Et également, on n'a pas besoin de ce if à ce niveau-là. Donc, on le supprime également. Et on va devoir faire en sorte de basculer le code sur la gauche. Donc là, je fais Shift Tabulation pour enlever les tabs ici. Très bien. Alors, faites attention à une chose. Ne supprimez pas cette ligne ici avec le ssl.default HTTP context. Gardez bien cette ligne. Ensuite, qu'est-ce que fait ce code? Eh bien, ce code, il utilise une bibliothèque qui s'appelle URLlib. C'est une bibliothèque qui est vraiment très proche de la bibliothèque request. Alors, on va faire effectivement une requête HTTP, mais on va passer par un proxy dont vos identifiants ont été rajoutés automatiquement ici. Encore une fois, ne vous amusez pas à recopier mes identifiants, prenez bien les vôtres, parce que les miens ne seront plus valides. Aussi important, ne partagez pas votre script avec une autre personne parce que sinon, il va venir consommer les crédits de votre compte. Pour l'instant, on va faire cette requête HTTP sur ce site-là. On va garder ces options par défaut et vous allez juste lancer le script pour voir que tout fonctionne bien. Je relance. Bon, vous voyez que ce site nous permet de récupérer des informations, notamment sur la connexion. Ça nous permet de voir que le proxy qu'on utilise, pour rappel, le proxy, c'est un ordinateur qui est chez Bright Data. Et bien, cet ordinateur, il est situé aux États-Unis. Bien sûr, on va venir modifier cette URL pour charger le site d'export à la place. On va faire ça juste après, mais pour l'instant, j'ai quelques remarques. Si vous avez à ce niveau-là une erreur d'authentification, ce qui peut arriver, eh bien, revenez dans votre compte,
revenez ici. Je vais cliquer sur le i ici à gauche. Vous voyez, vous avez la liste de vos différents services qui sont activés ici. On a le Web Unlocker qui est activé. Vous allez cliquer ici et là dans Access Parameters, vous allez avoir des paramètres sur des adresses IP qui sont autorisées et non autorisées. Vous voyez, vous avez Allowed IPs, c'est les adresses IP autorisées, et Blocked IPs, les adresses IP non autorisées. Il se peut que Bright Data décide de bloquer votre adresse IP si vous réutilisez votre script un peu plus tard, par exemple, et qu'il détecte que vous avez changé d'adresse IP. Il peut suspecter que ce n'est pas un accès normal et donc le rajouter à ce niveau-là. Et donc, vous devrez faire attention dans le cas où vous n'arrivez plus à accéder à votre Web Unlocker et bien que votre adresse IP n'a pas été bloquée. Si c'est le cas, elle apparaîtra ici. Vous pouvez tout simplement l'enlever des IP bloqués. C'est juste une précaution de la part de Bright Data, mais aussi il se peut que vous ayez un problème d'authentification. Dans ce cas, vous pouvez très bien lui dire de rajouter votre adresse IP dans les adresses IP qui sont autorisées. Pour faire ça, vous allez sur un site où vous allez récupérer votre adresse IP. Vous cherchez par exemple sur Google My IP et là vous allez tomber sur des sites qui vous affichent votre adresse IP en ligne. Par exemple, ce premier site, je vais cliquer ici. Dans mon cas, mon adresse IP s'affiche ici. Je vais venir là, copier. Et je retourne dans l'interface, bien dans la partie Allowed IPs et non dans la partie Block IPs. Je vais cliquer ici sur Add Allowed IPs et je colle mon adresse IP. Voilà. Ensuite, vous retournez sur votre script, vous relancez et vous voyez que tout fonctionne bien. Et si vous avez toujours une erreur, vérifiez également que vous avez bien des crédits sur votre compte. Pour rappel, vous allez cliquer sur Billings et vérifier ici sur Balance que vous avez des crédits. Pour l'utilisation de ce tutoriel, on va utiliser vraiment quelques centimes. Donc si vous n'avez pas de crédit, c'est peut-être parce que vous n'avez pas utilisé le lien que je vous ai donné dans la description précédemment. Donc faites bien attention, si c'est le cas, eh bien réutilisez le lien qui est en description de cette vidéo et recréez un nouveau compte. Autre point que je souhaitais évoquer, c'est que si vous avez des problèmes avec la solution Bright Data, eh bien ils ont un support client qui est vraiment très réactif. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises, ils répondent rapidement et proposent des solutions concrètes. Pour faire ça, vous allez ici sur le i, vous revenez sur le menu principal. À ce niveau-là, vous cliquez sur l'onglet Support et vous allez arriver sur ce site où vous avez cette option Submit a Request. Vous cliquez ici pour faire une nouvelle requête de support. Bien sûr, c'est en anglais. Donc là, vous allez renseigner les différents éléments en disant, ben voilà, j'ai eu un problème avec le Web Unlocker, etc. Vous cliquez sur les différents champs et puis vous renseignez votre message à ce niveau-là. Vous envoyez éventuellement des attachements comme des parties de votre code source ou bien des descriptions des erreurs que vous avez avec leur solution et vous verrez que généralement, ils vont vous recontacter très rapidement. Allez, c'est tout pour les remarques. Je reviens dans le projet, je retourne dans Visual Studio Code et on va venir remplacer ici l'URL de notre site. Donc là, je vais tout simplement, juste avant Opener ici, définir une variable URL qui va prendre l'URL du site Textport. Je reviens à ce niveau-là. L'URL du site Textport, c'est https://scrapping/textport. Et bien sûr, maintenant qu'on a cette variable, on va venir la remplacer au niveau du code à ce niveau-là. Attention à bien mettre URL et pas juste entre guillemets URL. Faites bien attention à ça. Cette fois-ci, si je relance le programme, eh bien vous voyez que dans la sortie du programme, on a du code HTML qui s'affiche. Ça veut dire que a priori, tout est bon. On n'a pas eu d'erreur, on a récupéré du code HTML, mais est-ce que ça marche vraiment? Eh bien justement, pour y voir plus clair, on va sauvegarder ce code HTML à l'intérieur d'un fichier HTML comme on a fait précédemment. Donc là, au lieu de faire un print, je vais enlever la partie print ici et supprimer la parenthèse de fin. On va faire une variable HTML qui va contenir ce résultat. Et ensuite, on va venir écrire ce contenu HTML à l'intérieur d'un fichier. On va faire f égale open. On va nommer ce fichier web-unlocker.html. Bien sûr, on est en mode écriture, donc on va utiliser le W comme write. Et ensuite, on va faire un f.write. On va donner le contenu HTML. Et on va faire un f.close. Là, si je relance, vous allez voir qu'on va avoir une petite erreur. C'est normal, vous voyez. Je lance. Et là, effectivement, vous voyez qu'on a une erreur avec la fonction write parce qu'il faut lui passer une chaîne de caractères et pas des bytes. Donc, on va venir juste modifier ça. Au niveau du read ici, vous allez faire un point et vous allez rajouter des codes UTF-8. On va transformer les octets en chaîne de caractères. Donc, mettez bien des codes et UTF-8 entre guillemets. Je sauvegarde, je relance. Cette fois-ci, tout est bon, je n'ai pas eu d'erreur et j'ai ce fichier webunlocker.html, vous voyez, qui contient le code HTML de mon site. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si je double-clique dessus? Web Unlocker, je double-clique et là, vous voyez que effectivement le site se charge, mais on n'a aucune information qui s'est affichée.
C'est tout simplement parce que ce site utilise le JavaScript pour venir charger les informations. Regardez, je vais vous faire la démonstration. Je reviens sur le site original ici. Je peux très bien le rafraîchir, tout fonctionne bien. Et je vais aller dans les réglages de Chrome. Je vais ici cliquer sur les 3 petits points dans l'option paramètres qui est tout en bas, qui n'est pas visible à l'écran ici. Vous allez chercher ici JavaScript et il va vous proposer différents menus. Je vais sélectionner paramètres des sites. Je clique ici. Je descends tout en bas et il me propose ici JavaScript. Je clique à ce niveau-là et vous voyez que je peux décider de désactiver le JavaScript. Si je clique ici, que je reviens sur mon site et que je rafraîchis, vous voyez que sans le JavaScript, le site n'est pas capable de fonctionner. J'ai même rajouté un petit message ici pour simuler comme si on avait un CAPTCHA, peu importe. Et en tout cas, vous voyez que si je réactive le JavaScript et que je rafraîchis, eh bien cette fois-ci, les données sont bien chargées. Et si je vais un peu plus loin, je fais clic droit, inspecter, et je vais ici sur réseau. On va rafraîchir le site pour voir tous les différents accès réseau ici. Eh bien, vous voyez que le site accède à plusieurs fichiers. Vous voyez, on se retrouve avec un script JavaScript, script.js. D'ailleurs, si on regarde le contenu là, dans aperçu, on voit que ce script, je l'ai offusqué. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de voir le code source original. Et ensuite, on voit qu'il vient venir charger différentes données. On a des fichiers ici JSON qui correspondent aux différentes pages produits, mais qui ont été également encryptés. Bon, tout ça, bien sûr, je l'ai fait exprès. J'ai verrouillé le site pour ne pas que vous puissiez récupérer les informations autres que par le scrapping. Pour résumer, je dirais que le Web Unlocker, c'est la solution par défaut qui va fonctionner avec la plupart des sites. Bien sûr, ici, pour ce site d'export, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une utilisation du JavaScript, notamment pour charger les données que l'on souhaite de scraper. Mais par contre, vous verrez que le Web Unlocker, c'est une solution très puissante. D'ailleurs, je vais vous faire une démonstration avec un autre site. Bien sûr, pour rester sur un cadre légal, je vais tout simplement flouter les différentes URL que je vais vous montrer ici. Donc, je vais commenter l'URL du site d'export. Ici, je suis allé sur un site d'e-commerce bien connu, j'ai cherché SSD externe et je suis tombé sur différents produits. Je vais accéder à une page produit, j'ai le descriptif, le prix, etc. Bien sûr, je floute les différentes informations, c'est normal. Je vais prendre cette URL et tout simplement venir la mettre dans mon programme. Je relance et là, je vais venir ouvrir le résultat, c'est-à-dire le fichier webunlocker.html. Et là, effectivement, j'ai bien réussi à récupérer dans ce fichier HTML toutes les informations de la fiche produit. J'ai bien le titre, le prix, la description du produit, etc. Tout ça pour vous montrer que cette solution technique fonctionne effectivement. Mais pour la suite de ce tutoriel, on va bien sûr rester sur le site fictif d'export que j'ai créé. Allez, on passe à la suite et je vais vous montrer comment utiliser le Scraping Browser. À tout de suite. Allez, je vais vous montrer comment utiliser le Scraping Browser. Pour faire ça, vous allez d'abord créer un nouveau fichier ici. On va le nommer scraping-browser.py comme d'habitude. Et vous allez retourner sur votre compte Bright Data. Vous allez sur brightdata.com. À partir d'ici, vous cliquez sur User Dashboard. Et dans cette interface, vous allez cliquer sur cette icône sur la gauche ici, Proxies. Et vous allez cliquer sur ce bouton Add tout à droite. Vous voyez, il vous propose les différentes options. On va bien sélectionner Scraping Browser. On va garder les options par défaut et on va cliquer sur Add. Là, il nous demande une confirmation. Vous cliquez sur Yes. Là, il nous propose quelques pop-up pour nous expliquer comment fonctionne l'interface. Vous allez cliquer sur Next plusieurs fois. Voilà. Une fois que c'est bon, eh bien, vous allez cliquer sur ce bouton Checkout Code. Vous cliquez ici. Et là, vous voyez que c'est un peu le même principe que précédemment avec le Web Unlocker. On va juste choisir les paramètres ici au niveau du langage. On va choisir le langage Python, et vous voyez qu'au niveau des bibliothèques d'utilisation, on va retrouver Selenium, Puppeteer, mais on va garder l'option par défaut qui est Playwright. Vous cliquez ici, et ensuite, vous voyez qu'il faudra installer cette bibliothèque Playwright. On va le faire juste après, mais pour l'instant, vous allez recopier la partie du code qui se situe à ce niveau-là. Donc là, vous remontez tout en haut, et vous cliquez sur ce bouton ici, Copie. Je reviens dans Visual Studio, et je colle tout le code concerné. Vous allez pouvoir lancer votre script. Si ça ne fonctionne pas chez vous, eh bien, il faut installer la bibliothèque Playwright. Dans ce cas, ce que vous faites, c'est que vous reprenez comme d'habitude la première partie ici de la ligne de commande pour prendre votre interpréteur Python et vous allez faire un Python -m pip install et vous allez écrire play WRIGHT Playwright. Vous installez la bibliothèque et ensuite vous relancez votre script. Également, autre remarque, si vous avez un problème d'authentification, eh bien c'est la même chose que pour le Web Unlocker. À ce moment-là, c'est parce qu'il faut venir rajouter votre adresse IP au niveau du Scraping Browser. Vous allez donc ici, à ce niveau-là, revenir sur cette icône.
Vous voyez que maintenant on a deux services qui sont actifs, on a le Web Unlocker et le Scraping Browser. Vous cliquez ici et également, si besoin, comme je vous ai montré pour le Web Unlocker, eh bien vous rajoutez votre adresse IP dans les Allowed IPs. En tout cas, une fois que tout est bon, vous relancez votre script et vous devriez voir apparaître du code HTML. Attention, pour l'instant, on a laissé les paramètres par défaut. Donc on va récupérer le code HTML de cette page example.com. D'ailleurs, si on ouvre ce site, vous voyez que c'est juste une page d'exemple. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce code? Eh bien, vous voyez qu'on a un point d'entrée à ce niveau-là avec une fonction main qui est lancée de manière asynchrone. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette fonction run ici. On va créer un browser, c'est-à-dire un navigateur. Et ensuite, ce browser, on va lui dire de créer une nouvelle page. C'est un peu comme si sous Chrome, on venait créer un nouvel onglet. Et à partir de cette page, on va pouvoir lui dire, eh bien, va à cette URL. Et ensuite, on va attendre le résultat. Une fois qu'on l'a, on va pouvoir récupérer le contenu HTML de la page. D'ailleurs, comme on a fait précédemment, ça serait bien plutôt, au lieu d'afficher le contenu HTML, de venir l'enregistrer dans un fichier. On va faire ça, f égale open, on va appeler ça scraping browser.html, toujours virgule en mode write. On va faire f.write HTML, on va faire un f.close. Et aussi, si on le souhaite, on peut lui demander de faire une capture d'écran du navigateur. Donc pour faire ça, bon, là vous voyez qu'on a des commentaires ici qu'on va pouvoir supprimer pour nettoyer un peu le code. Je supprime tout ça. Et juste après le page.goto, vous allez pouvoir rajouter ici un page.screenshot, ça veut dire capture d'écran. Là vous allez donner le paramètre pass égale, et vous lui donnez par exemple le nom du fichier. Nous on va mettre // on va appeler ça scraping-browser.png, et là vous mettez également le paramètre virgule full page égale true pour lui dire de bien prendre en compte tout le contenu de la page dans la capture d'écran. Par contre, vous devez rajouter devant await parce que c'est un appel asynchrone. Donc on va bien attendre que cette opération soit terminée avant de faire la suite. Je sauvegarde et je relance. Alors le scraping browser est un peu plus long à exécuter que le Web Unlocker. Vous devrez attendre quelques secondes. Une fois que c'est bon, vous voyez que j'ai deux nouveaux fichiers qui sont apparus, scrapingbrowser.png et scrapingbrowser.html. Si j'ouvre la capture d'écran.png, vous voyez qu'on se retrouve bien avec le site d'exemple. Donc là, tout est bon. Et je peux également ouvrir le fichier HTML. Également, ça fonctionne bien. Maintenant, le but, c'est bien sûr d'essayer avec notre site Textport. Je vais prendre l'URL à ce niveau-là, revenir dans le programme, et on va venir remplacer l'URL. Donc le mieux, c'est de définir une variable URL à ce niveau-là. Bien sûr, c'est une chaîne de caractères. Je rajoute les guillemets, je prends la variable URL et je viens la modifier ici dans le page.goto. Donc là, je supprime tout ça et je mets juste URL à ce niveau-là. Alors là, au niveau du print, vous voyez, on va juste ajuster. Navigating, on va mettre 3 petits points juste après. Je sauvegarde ça et je relance. J'ai attendu quelques secondes, le script est terminé. Maintenant, je vais venir ouvrir les différents fichiers. Scrapingbrowser.png, la capture d'écran a bien fonctionné. Vous voyez que j'ai bien le contenu de la page qui s'affiche, tout est correct. Et je peux également double-cliquer sur le fichier HTML et je retrouve bien toutes les informations du site. Tout est bon. Vous allez me dire, mais si le scraping browser est plus puissant, pourquoi utiliser le Web Unlocker? Bien, c'est pas exactement ça. Le Web Unlocker, c'est la solution de premier choix pour tout ce qui est protection des sites web. Donc en général, normalement, c'est bien le Web Unlocker qui fonctionne mieux. Mais effectivement, vu que ce site utilise JavaScript, eh bien, il fonctionne avec le scraping browser. Allez, maintenant que tout fonctionne bien, on va commencer à extraire les différentes informations. On continue sur ce projet. Pour extraire des informations, on va utiliser la bibliothèque Beautiful Soup comme on a fait précédemment. Au niveau du code, je vais rajouter tout en haut from bs4 import Beautiful Soup. Alors attention, si vous n'avez pas installé Beautiful Soup, je vous remontre très rapidement. Vous devez reprendre le début de votre interpréteur Python. Vous faites -m pip install et là vous tapez Beautiful Soup 4. Vous installez ça et ensuite vous faites une autre ligne de commande avec HTML5 lib. Je vous laisse installer ça si c'est pas fait de votre côté. Alors, avant de continuer, on va mettre quelque chose en place qui va nous permettre de travailler plus facilement. Vous voyez que à chaque fois qu'on lance le script, ça prend un certain temps. Ça prend notamment plusieurs secondes avant de récupérer les informations et les stocker dans le fichier Scraping Browser. Donc, ça serait bien pour
travailler sur ces données HTML et extraire les informations, qu'on n'ait pas à attendre à chaque fois qu'on lance le script. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un mode qui va activer ou non le scrapping, ce qui va nous éviter de lancer à chaque fois le scraping browser, parce que finalement, une fois qu'on a le fichier HTML, on n'a pas besoin de le reconstituer à chaque fois. On pourrait très bien le relire et travailler à partir de ce fichier. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va mettre en place un mode qui active ou non le scrapping, et si c'est activé, effectivement, on vient recharger les données du site pour avoir les données les plus à jour. Mais si ce n'est pas le cas, on va travailler dans ce mode, on va dire un mode debug, qui va nous permettre de relire le fichier qu'on avait récupéré précédemment et de venir tout simplement faire l'extraction de données. Pour faire ça, je vous propose de rajouter une variable qu'on va appeler par exemple bypass scrapping. Bypass, ça veut dire contourner, ça veut dire que quand cette variable elle est à true, on va pas faire le scrapping. Donc justement, l'idée c'est de dire que quand c'est à true, eh bien, on va venir recharger le fichier ici, au lieu de l'écrire. Donc là, l'idée c'est de dire que tout ça, si bypass scrapping il est à false, donc if not bypass scrapping, à ce moment-là, on fait tout ça. Et sinon, else. Alors bien sûr, attention, il faut avoir lancé le script une première fois. Vous devez avoir ce fichier scrappingbrowser.html qui est présent dans votre liste de fichiers. Si ce n'est pas le cas, eh bien, lancez d'abord votre script une première fois. En tout cas, si on ne contourne pas le scrapping, eh bien on fait le scrapping, c'est-à-dire qu'on lance le scrapping browser, on récupère les données les plus à jour. Sinon, on va juste venir lire le fichier ici. Vous voyez, je peux faire un fopen avec le mode lecture, le mode read. Et là, on va faire un f.read et on va pouvoir récupérer directement le contenu HTML ici. Donc HTML égale f.read. Et ensuite, on fait le f.close. Mais ensuite, on doit modifier d'autres parties du code. Vous voyez que notamment, on a aussi ici le browser. Donc ce browser, on ne s'en sert pas dans le cas où cette variable, elle est passée à false. Donc là aussi, il faut faire if not bypass scrapping. Donc là, attention, je mets également une tabulation ici. Et si effectivement, on ne crée pas le browser à ce niveau-là, il faut que dans le finally, on mette également une condition pour dire de faire ça seulement quand le scrapping est activé. Voilà, je sauvegarde et pour l'instant, je vais relancer tel quel. Je vais juste mettre ici dans le else print bypass scrapping. Comme ça, on sait que dans ce cas, eh bien, le scrapping n'est pas activé. Je sauvegarde, je relance et là, l'exécution de votre script doit être quasiment instantanée. Vous voyez que c'est le cas chez moi, même si je relance à nouveau. Vous voyez que ça s'exécute tout de suite. Alors, il y a juste quelques ajustements à faire parce que là, par exemple, il y a cette trace, ce print qu'il faudrait passer dans le if ici. Voilà, je vais juste décaler ce print à ce niveau-là. Mais en tout cas, maintenant, tout est bon. Et on récupère bien le contenu HTML à ce niveau-là. Ce qui va nous permettre, dans cette partie ici, de venir extraire les informations à partir de l'HTML. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour le code qui va extraire les informations à partir de l'HTML, je vous propose de créer une fonction. On pourrait l'appeler par exemple extract product page info. Bien sûr, on lui passerait le contenu HTML ici. En fonction des deux modes, soit effectivement on vient faire le scrapping et récupérer le nouveau contenu HTML, mais vous voyez que HTML on le récupère bien ici, ou bien dans ce mode de fonctionnement où on bypass le scrapping, eh bien on vient relire l'HTML à partir du fichier. Donc dans tous les cas, on a toujours accès à cette variable HTML. On le passerait à cette fonction et puis on récupérerait une variable info qui serait un dictionnaire. Bon, justement, il faut qu'on définisse cette fonction. Pour l'instant, on va juste faire ça et je vais rajouter un print info. Comme ça, c'est fait. Et juste avant, pourquoi pas rajouter un petit print en disant, eh bien voilà, on va récupérer les informations. Donc, on peut dire par exemple extract info, 3 petits points. Alors, attention aux tabulations ici. Voilà. Bien sûr, on va définir cette fonction. Donc là, je vais remonter en haut du code. On va se placer eh bien, juste après les différentes variables qu'on avait définies ici. On va faire un def extract product page info de HTML, 2 points. Et là, on va commencer à écrire notre code. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, justement, on va utiliser Beautiful Soup. L'idée, c'est qu'on va stocker le résultat dans une variable info, qui est de type dictionnaire. Comme ça, on aura différents champs, ce qui va nous permettre d'extraire les différentes composantes de notre page produit, notamment le titre, le nombre d'évaluations, le prix et puis aussi la description. Donc là, on a toutes les composantes. Ça serait bien de définir ça. Par exemple, je peux définir les différents champs ici. On aura info de title qui sera égal à une chaîne de caractères. Alors bien sûr, on va récupérer les différentes propriétés les unes après les autres. On va récupérer aussi le nombre d'évaluations, NB ratings. Alors, attention, c'est entre guillemets le nom de la clé. Cette fois-ci, le nombre d'évaluations, ce sera un int. Là, je vais mettre 0. Ensuite, on aura quoi? On aura le prix, le price. Cette fois-ci, le price, et bon, il y a des virgules. Par exemple, 19,99 €. Donc là, on aura un float.
Voilà. Là, je prépare juste les données d'initialisation et ensuite on aura description. Description, c'est bien une chaîne de caractères. Et notre fonction, elle va faire un return de info. Et bien sûr, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser Beautiful Soup. On va définir BS est égal à Beautiful Soup. Alors je vais assez vite parce que c'est des choses qu'on a déjà vues dans la première partie de ce tutoriel. On lui passe HTML et on lui passe le parseur, dans notre cas HTML5 lib. Très bien. Maintenant, bien sûr, il va falloir rajouter le code à ce niveau-là pour extraire les différentes informations. Alors, c'est à vous de voir si vous souhaitez, par exemple, essayer de le faire sous forme d'un exercice. Comme d'habitude, vous retournez sur le site, vous utilisez l'inspecteur. Par exemple, ici, je vais inspecter le titre. Vous voyez, bon, vous allez pouvoir repérer le type d'éléments, les éventuelles caractéristiques. Alors, il y a une petite nouveauté par rapport à ce qu'on a fait précédemment, c'est le fait que ici l'élément ne soit pas défini par une classe mais par un ID. Donc là au niveau du code, au lieu d'utiliser class underscore, vous utilisez ID. Justement, je vais vous montrer comment faire celui-ci, mais ensuite libre à vous éventuellement de faire la suite sous forme d'un exercice. Allez, je commence sur le titre. On voit que c'est un span de type ID product title. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un bs.find, c'est un span virgule ID est égal à product title. Très bien. Et l'idée, c'est que ça va être notre info title. On va le récupérer à ce niveau-là. Et bien sûr, il faut récupérer le point texte. Donc là, j'ai plus besoin de cette ligne qu'on avait définie ici. Je sauvegarde ça. Et là, si je relance mon script, ça devrait fonctionner. Là, vous voyez effectivement qu'en sortie, on avait rajouté un print de cette variable info juste après l'appel de la fonction. Et donc, on le voit ici. Vous voyez, on a le dictionnaire. Bon, on a les différents champs qui sont initialisés à 0. Mais pour le title, eh bien, je récupère bien le titre de mon article. Alors, même remarque que précédemment. Si je me trompe, par exemple, et que je mets un P majuscule à product title, il ne va pas trouver l'élément. Et si je fais un point texte sur un none, eh bien, je vais avoir un problème, je vais avoir une exception. Donc là, dans ce cas, je vous propose de reprendre une fonction qu'on avait écrite précédemment et qui nous permettait de nous protéger contre ces cas-là. Là, je vais juste copier-coller cette fonction get text if not node. Pour rappel, on prend l'élément en entrée. Si l'élément il existe, eh bien on vient récupérer le point texte. On avait rajouté également le point strip pour enlever les éventuels espaces avant et après la chaîne de caractères. Et si l'élément est none, on retourne none directement. Ce qui nous permet de nous protéger sur le point texte. Comme ça, on ne fait pas un point texte sur un élément qui est none. Et donc là, le but, c'est de venir utiliser cette fonction, de lui passer l'élément. Donc là, on enlève le point texte, parce que de toute façon, le point texte, il est retourné par la fonction. Donc je peux prendre la fonction, parenthèse, lui passer l'élément et fin de la parenthèse. Là, regardez, si je relance, au lieu d'avoir un crash de mon programme, eh bien au niveau du title, j'ai none parce qu'il n'a pas trouvé l'élément. Mais si je remets bien le bon ID, notamment un P minuscule, je relance et là, ça fonctionne bien. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre un ID et une classe ? Ça, c'est une question qui concerne le CSS. Une classe, c'est un style qui peut être réutilisé sur plusieurs éléments, tandis qu'un ID, ça va juste concerner un élément particulier. En tout cas, peu importe, vous verrez que sur les sites, vous aurez soit des classes, soit des ID, soit les deux. Donc c'est à vous de savoir les utiliser. Allez, on continue sur les autres éléments. Allez, on continue avec le nombre d'évaluations. Vous voyez que si j'inspecte ici, on récupère un champ de type span avec un ID, très bien. Et au niveau du texte, on va dans ce cas, par exemple, recevoir 256 évaluations. Alors, ça serait bien de pouvoir extraire le nombre, c'est-à-dire enlever cette chaîne évaluation. Donc, il va falloir qu'on rajoute un petit traitement au niveau de la chaîne de caractères. Allez, on fait ça. Tout d'abord, on va récupérer cet élément. Je vais juste décaler ici ce texte d'initialisation. On va le mettre là. Et puis, on va dire qu'on récupère le texte des ratings. Ratings text qui est égal à getText if not none. Et puis, alors, bon, je peux même reprendre toute cette ligne ici, vu que la logique est quasiment la même, sauf que c'est un span, on avait dit, qui a l'ID Customer Review Text. Donc là, vous voyez, je peux tout simplement double-cliquer dessus, le prendre, le remplacer à ce niveau-là, sauvegarder. Donc là, je récupère ce texte, 256 évaluations. Peu importe, vous aurez sûrement un nombre différent chez vous. Et ensuite, l'idée, c'est de dire, tiens, si le rating text, il existe, c'est-à-dire s'il n'est pas none, parce que ça peut arriver, eh bien on va faire un traitement dessus, notamment pour essayer d'extraire le nombre d'évaluations. Comment est-ce qu'on va faire ? On peut utiliser la fonction split qui va découper la chaîne en fonction des espaces. Donc là, par exemple, si on a 256 évaluations, eh bien en fait on va récupérer après le split un tableau qui va contenir à la fois 256 et puis évaluation. On va découper la chaîne en deux. Pour faire ça, on peut faire rating text
.split. Et nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le premier élément du split, c'est-à-dire l'élément qui concerne le nombre. Ça, on peut l'appeler NBRatingsStr, parce que pour l'instant, c'est toujours une chaîne de caractères. Alors attention. Et le but, c'est de voir si effectivement, dans cette chaîne de caractères, on a seulement des chiffres. Parce qu'ensuite, on va essayer de la convertir. Si ce n'est pas le cas, on risque de se prendre une exception. Donc là, on a plusieurs possibilités. Soit on peut faire un try except en convertissant cette chaîne en int directement. Ou soit sinon, je peux faire un if nbRatingStr.isDigit, ce qui me dit si la chaîne contient uniquement des chiffres. Et si c'est le cas, je vais pouvoir la convertir. Donc là, je vais pouvoir récupérer dans info nbRatings la valeur int qui va être int parenthèse de cette chaîne de caractères. C'est là que je fais la conversion. Je suis sûr que la conversion va fonctionner. J'ai pas besoin de mettre un try except parce que j'ai testé en amont que effectivement cette chaîne ne contient que des chiffres. Donc ça, c'est bon. Allez, je sauvegarde et je relance pour voir si tout fonctionne bien. J'ai toujours mon titre qui est là et j'ai le NBRatings égal à 257 alors que sur le site, c'est 256. Mais ça, c'est pas grave. C'est parce que le prix et le nombre de ratings évoluent. Et entre la version que j'ai scrappée, là, vous voyez, si je double-clique sur le scraping browser, la version que j'ai récupérée, c'est bien 257 évaluations. C'est parce que le serveur qui est exécuté par le scraping browser, il est sur un fuseau horaire qui est différent. Donc, vu que je recalcule les prix et les évaluations en fonction de la date du jour, il se peut qu'il y ait un petit décalage, mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas un problème au niveau du script. En tout cas, tout est bon pour le nombre d'évaluations. On va maintenant s'occuper du prix. Je fais toujours clic droit, inspecter, et on va voir comment récupérer ce prix. Alors, vous voyez que le prix, il a plusieurs composantes. Ici, j'ai 72,99 € et j'ai différents champs. Vous voyez que j'ai un champ price wall qui contient 72, ensuite fraction 99 et symbole euro. Donc le but, ça va être de récupérer les deux champs qu'on voit ici, le wall et fraction, et puis de venir convertir ces données et d'en fabriquer un float qui contiendra 72,99. Par contre, petite subtilité, faites attention aux différents champs qui sont dans la page, notamment si je descends, vous voyez qu'on a des produits similaires ici, avec différents prix. Ici, j'inspecte également, on vient retrouver également les mêmes éléments avec les mêmes classes ici. Alors bon, c'est pas très grave parce que effectivement, si on fait un bs.find sur span class price wall par exemple, on va bien récupérer le prix qui est en haut de la page parce qu'on récupère toujours le premier élément. Mais par précaution, on pourrait très bien dire tiens, je souhaite récupérer seulement les éléments qui sont dans cette partie-là du site qui est le div product detail. Donc éventuellement, vous pouvez rajouter dans votre code la récupération d'abord du bs.find div product detail et à partir de cet élément, venir récupérer uniquement toutes les données qui sont à l'intérieur. Pourquoi pas? Moi, je vais faire directement un span class price wall. Alors, je vais rajouter ça au niveau du code. On va se placer juste après ici, le ratings. Alors, je vais reprendre ici cette initialisation qu'on avait faite. Voilà. Je reprends cette ligne à ce niveau-là. Et puis, on va reprendre la ligne qu'on a ici. Cette fois-ci, on a un span avec la classe price wall. Alors, faites attention. Ce n'est plus un ID. C'est bien une classe ici. Donc là, je vais modifier ID par classe underscore. Dans le bs.find, c'est toujours classe avec un underscore pour pas faire la confusion avec la notion de classe en programmation orientée objet. Et ça, je vais dire que c'est le price wall str. Et on va devoir récupérer la fraction. Fraction. Et là, c'était price fraction. Très bien. Alors, on va devoir gérer tous les cas. Notamment, c'est possible qu'on reçoit un non. Par exemple, on peut très bien recevoir un prix, c'est-à-dire un prix rond, c'est-à-dire 72 €, et qu'on n'ait pas de fraction. Mais potentiellement, il faut gérer aussi le cas où on n'a pas réussi à récupérer le prix. Donc là, il faudrait tester si effectivement le prix, il n'est pas non. Et en plus, il faudrait qu'on rajoute la condition parce qu'on va convertir les données. Donc il faut qu'on rajoute la condition que le prix contient bien une valeur numérique. And pricewallstr.isDigit. Alors bien sûr, ça pourrait marcher sans ces conditions, mais juste on blinde un peu le code pour que le programme fonctionne dans tous les cas. Et bien à ce moment-là, on peut définir une variable price qui va contenir la conversion de pricewallstr. Et si aussi on a la fraction, donc là je peux reprendre cette condition et utiliser fraction str, ce qui sera peut-être pas toujours le cas, peut-être que parfois on aura un prix rond, et bien c'est pas grave, on aura le price ici qui sera défini. Bon, j'ai mis int, mais on avait dit que c'était float, donc il vaut mieux mettre float ici, justement. Faites attention. Et bien là, on va faire pareil. On va récupérer finalement la partie float de fraction str,
Sauf qu'on va devoir le diviser par 100 parce que c'est les centimes. Et ça, on va venir le rajouter dans notre price. Price plus égal à float de price fraction divisé par 100. Je répète, on récupère bien ici le prix rond, c'est-à-dire par exemple 72. Donc là, on a la valeur 72 qui est dans le prix. Et si dans la fraction, on récupère par exemple 99, eh bien, on souhaite obtenir 72.99. Donc le 99, on le convertit en float, on le divise par 100, on se retrouve avec 0.99, et ça, on le rajoute par rapport au prix qu'on avait récupéré. Donc on a bien 72.99. Et une fois que tout ça c'est bon, eh bien finalement, on va pouvoir stocker ça au niveau de notre info price, qui va être égal à price. Parfait. Allez, je sauvegarde, je relance pour voir que tout est bon. Et là, effectivement, dans le champ price, je me retrouve avec 72.99. Allez, dernière étape, on s'occupe de la description du produit. Je descends ici, j'inspecte. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un div ID, Product Description. Et à l'intérieur, vous voyez que c'est un peu particulier ce qu'il se passe, c'est qu'à l'intérieur, on a un P et on a un span. Ça veut dire que là, le span qu'on a ici, on ne peut pas le récupérer directement, parce que ce span, il n'a pas de classe, il n'a pas d'ID. Par contre, on peut récupérer cet élément ici. Et d'ailleurs, ce div ID Product Description, même s'il possède un paragraphe et un span, eh bien, finalement, c'est pas grave. On pourra demander le texte directement de cet élément, vu qu'il n'y a pas d'autre texte ici dans le P et dans le span. Ça veut dire que le texte global de cet élément, finalement, c'est le texte de ce span. On va faire ça, on va récupérer le div avec cet ID Product Description. Je repars ici, je reprends une ligne qu'on a déjà écrite. Je vais prendre par exemple cette ligne-là. On a dit que c'était un div avec un ID Product Description. Donc là, je remplace bien par ID. Je remplace ici. Et là, on peut remplir directement avec notre info description. Donc là, je vais prendre cette partie, couper, supprimer tout ça, et là je vais dire directement info description est égal à texte de div avec ID product description. Je sauvegarde ça et je relance, et vous voyez que en effet dans le champ description on retrouve bien toute la chaîne de caractères de la description du produit. On aurait pu à partir de cette div également faire un point find p puis un point find span pour récupérer explicitement directement l'élément qui est ici. On aurait pu faire ça, mais bon, comme on l'a vu, c'est pas forcément nécessaire. Bon, on a réussi à récupérer tous les éléments de la fiche produit. Petite remarque, est-ce qu'on pourrait récupérer, pourquoi pas, les éléments d'une autre fiche produit? Là, vous voyez qu'on est sur la Dynamic Pulse, très bien. Là, si je descends dans les produits similaires, eh bien, elle me propose par exemple la SolarSync. Si je clique ici, alors faites attention. Si vous êtes sur le fichier HTML que vous avez scrappé, vous ne pouvez pas cliquer sur les éléments parce qu'il n'a pas chargé les autres pages. Donc, revenez bien sur le site original pour que le clic sur les produits similaires fonctionne bien. Donc là, si on souhaitait scraper cette page, comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, il suffirait tout simplement de prendre l'URL de cette page. Je vais faire un copier, je retourne dans le code, et là, je viens modifier l'URL. Je colle tout ça, je sauvegarde. Et là, regardez, faites attention. Bien sûr, si je relance tel quel, ça va pas fonctionner parce qu'on est toujours sur le fichier HTML qu'on avait sauvegardé précédemment. Donc là, on est toujours sur la Dynamic Pulse parce qu'on a désactivé le scrapping. Mais maintenant que l'extraction des informations fonctionne bien, eh bien, on peut désactiver ce mode. Je vais le mettre à false. Et là, le scraping browser va accéder au site, va récupérer les informations et vient scraper cette nouvelle page. Là, je peux cliquer sur le play et laisser tourner le script. Et là, vous voyez qu'on a bien récupéré les informations de cette nouvelle page. On a bien le titre SolarSync avec le nouveau prix, la nouvelle description, etc. Tout est bon pour l'extraction des informations. Je vous montre quelques améliorations pour aller plus loin sur notre scrapper. Première chose, c'est que au lieu de scraper juste une URL, on pourrait scraper une liste d'URL. Là, vous voyez qu'au niveau du programme, j'ai juste modifié la variable URL égale quelque chose par URL avec un S, où je lui donne une liste de plusieurs URL. Bon, j'ai pris les URL des différentes pages produits. On va retrouver la montre par défaut, celle de Fitness Pro, SolarSync, etc. Donc là, je donne les différents liens. Et ensuite, à partir de cette liste d'URL, je viens modifier le code justement pour venir récupérer chaque page. Donc là, au niveau du code, vous voyez que j'ai rajouté une boucle à ce niveau-là. Donc là, on crée l'élément browser. Mais ensuite, pour chaque URL, on vient créer une nouvelle page et naviguer vers l'URL. Donc là, finalement, tout le code qu'on avait précédemment à ce niveau-là, j'ai rajouté une tabulation, j'ai fait une boucle for
for URL in URL. Bon, là, la variable i, c'est juste pour avoir un index au niveau de l'affichage. Comme ça me permet d'afficher page numéro 1 sur temps, par exemple. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez que si je relance le programme, on peut voir au niveau de l'affichage, page numéro 1. Il récupère cette première page. On a bien les informations qui s'affichent. Et puis ensuite, il enchaîne sur les pages suivantes. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière page. Autre amélioration, c'est bien sûr de venir stocker les données dans un fichier. On pense tout de suite à une base de données SQL. Vous avez par exemple SQL Alchemy qui est très bien, mais dans la grande majorité des cas, une première approche plus simple, c'est tout simplement de venir sauvegarder dans un fichier JSON. Pour ceux qui ne connaissent pas le format JSON, eh bien c'est un format tout simple en mode texte qui vous permet de sauvegarder des données structurées. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et comme je vous l'ai dit, dans la grande majorité des cas, ça va suffire, sauf si vous commencez à scraper des quantités de données importantes, on va dire plusieurs centaines de mégas et au-delà. Bon, il faut quand même y aller de manière déjà assez intensive pour arriver là. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. La première étape, c'est de bien définir quel va être le format de vos données. Là, vous voyez en commentaire, j'ai mis le format. Donc l'idée, c'est de dire, on va stocker des données par URL. Donc ça, c'est la première clé de notre dictionnaire. Finalement, on se sert de l'URL comme un identifiant unique. Dans l'URL, on va venir stocker le titre, la description. Donc ça, c'est quand on vient charger pour la première fois la page produit, on vient stocker ces informations qui, a priori, ne vont pas évoluer dans le temps. Par contre, ce qui va évoluer dans le temps, c'est le prix et le nombre d'évaluations. Pour ça, on peut avoir un champ, moi que j'ai appelé records pour les enregistrements. Et ensuite, par date, on va venir sauvegarder le prix et le nombre d'évaluations. Comme ça, on peut voir l'évolution du prix et du nombre d'évaluations en fonction des différentes dates. Bien sûr, l'objectif de ça, c'est de lancer le scrapper de manière régulière. Justement, je vais en parler juste après. Mais pour l'instant, pour continuer, d'abord, j'ai défini une variable avec le nom du fichier. Dans ce cas, textport.json. J'ai rajouté d'autres variables pour gérer la date du jour, notamment au niveau de la date. Je souhaite gérer la date sous forme d'une chaîne de caractères qui va prendre le numéro du jour, le numéro du mois et le numéro de l'année. Alors là, je vous montre pas les choses en mode tutoriel, je vous montre directement du code que j'ai développé parce qu'on s'éloigne un peu du sujet du scrapping et de toute façon, c'est des choses que vous pouvez apprendre à faire dans ma formation complète développeur Python. Ensuite, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a une première étape où on va venir charger les données à partir du fichier existant, s'il existe, et ensuite on va travailler en RAM. Donc là, vous voyez, j'ouvre le fichier existant. S'il n'existe pas, c'est pas grave. Mais s'il existe, je viens charger toutes les données JSON. Donc le format JSON s'utilise en le sérialisant et désérialisant, c'est-à-dire qu'on va stocker au format texte, et ensuite on va désérialiser pour charger les données, c'est-à-dire qu'en Python, on va se retrouver avec notre dictionnaire, notre liste, etc. Donc là, je viens charger les données dans cette variable AllData. On travaille en RAM. Ensuite, on vient récupérer les données. Et dès qu'on a récupéré des nouvelles données, eh bien, on vient rajouter ces données dans cette variable AllData. Par exemple, si c'est une nouvelle URL, donc la première fois qu'on vient scraper une page, eh bien, on vient stocker dans la clé de cette URL les différentes informations, le titre, la description, et rajouter un dictionnaire vide pour les records. Et ensuite, eh bien, pour la date du jour, là vous voyez que pour les records, eh bien, je rajoute la clé qui correspond à la date du jour. On vient sauvegarder un enregistrement qui va être le prix du jour et le nombre d'évaluations. Et enfin, dernière étape, toutes les données qu'on avait en RAM, eh bien, on vient les écrire dans notre fichier JSON pour le mettre à jour. Si je lance ce programme, on obtient en sortie le fichier textport.json. Vous voyez le contenu du fichier JSON. Alors bien sûr, on peut l'interpréter de différentes façons. Là, sous Visual Studio Code, j'ai rajouté une extension JSON. Vous pouvez également l'installer si vous le souhaitez. Vous allez dans Extension, vous cherchez JSON. Et voilà, c'est cette première extension ici que j'ai installée. Et ensuite, vous voyez, j'ai cette icône JSON qui me permet de voir l'interprétation du fichier. Notamment, vous voyez ici que j'ai les différentes URL. Pour chaque URL, j'ai un champ title, j'ai un champ description et puis ensuite différents records. Bon, là pour l'instant, j'ai qu'un seul record pour la date de ce jour, mais bien sûr, si je lançais le script de manière régulière, eh bien, j'obtiendrai les différents records pour voir l'évolution du prix. Justement, si vous souhaitez automatiser le lancement de votre script une fois par jour, par exemple, eh bien, vous avez ce site Python Anywhere qui est très pratique. Vous pouvez venir déposer vos fichiers et puis venir créer des tasks ici. Vous voyez, je peux donner une ligne de commande, c'est-à-dire venir exécuter mon script Python à telle heure tous les jours de manière automatisée et ainsi de suite. Le scrapping va se déclencher de manière régulière chaque jour et venir sauvegarder et rajouter des nouveaux records dans le fichier JSON. C'est tout pour ce point et on continue sur les améliorations. Autre idée d'amélioration, c'est d'utiliser l'API de OpenAI pour utiliser des modèles GPT et notamment reformuler des données qu'on a récupérées. Ici, par exemple, je vous propose de reformuler la description de chaque produit. Pour faire ça, vous devez d'abord importer le module OpenAI. From OpenAI, import OpenAI. Ensuite, vous devez récupérer votre clé d'API. Ça veut dire que vous devez avoir un compte sur OpenAI.
Pour faire ça, vous allez sur le site plateforme.openai.com, vous créez votre compte si ce n'est pas le cas, et ensuite vous allez pouvoir créer votre clé d'API. Attention, vous devez enregistrer une carte bancaire parce que l'API, c'est payant. Bon, je vais assez vite ici parce que c'est des choses que je vous montre dans ma formation complète sur les IA génératives. À partir d'ici, sur le menu de gauche, vous allez dans API Keys, puis vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Create New Secret Key. Ensuite, vous copiez cette clé et dans le code, vous voyez, j'ai rajouté une variable ici, OpenAI Key. C'est une chaîne de caractères. Alors ne vous amusez pas à copier ma clé parce que de toute façon, elle sera invalide au moment où vous regardez ce tutoriel. Ensuite, j'initialise le client OpenAI et j'ai créé une fonction qui permet de faire des completions. Une completion, c'est tout simplement une réponse par rapport à un prompt. Donc là, j'ai une fonction qui prend le modèle par défaut GPT 3.5, mais bien sûr, on peut l'utiliser avec GPT 4 par exemple. Ça prend le prompt en entrée et ça vous donne la réponse. C'est comme si on utilisait ChatGPT à l'intérieur de notre programme. Et ensuite, bon, là j'ai juste changé le nom du fichier JSON, je l'ai appelé textport-gpt, comme ça vous verrez la différence. Ensuite, on vient utiliser cette fonction getCompletion. Là, je descends. Vous voyez que quand on récupère les données, eh bien, au moment où on vient rajouter les différentes données de notre page, par exemple le titre, la description, etc., on va aussi générer une nouvelle description. Et c'est pour ça que ici, on a aussi description version GPT. Vous voyez que dans le code, j'ai défini un prompt. Régénère-moi une description de produit plus originale et avec un ton amical à partir de la description du produit suivante. Et là, je lui donne le contenu de la description du produit en question. Ce prompt, je viens le donner à getCompletion. Donc là, le modèle GPT vient me générer une réponse qui va être description GPT, que je vais pouvoir également stocker au niveau de mon fichier JSON. Donc à la fois, je vais stocker la description originale dans le champ description et aussi la nouvelle description dans le champ description GPT. Une fois que j'ai lancé le programme, eh bien, la sortie du programme me donne le fichier textport-gpt.json. Et là, regardez, bon, si on regarde un peu les différents champs ici, on a le champ description original qui est là. Et ensuite, on a la description qui est reformulée. Donc, par exemple, la description originale, elle disait « Découvrez la Dynamic Pulse ». Bon, là, vous voyez que ça, c'est juste l'encodage des caractères, c'est normal. « Découvrez la Dynamic Pulse, la montre sportive connectée, etc. » Et la description reformulée commence par « Découvrez la fabuleuse Dynamic Pulse, la montre sportive connectée qui va révolutionner votre quotidien, etc. » Donc vous voyez que c'est intéressant et par ces mécanismes, ça vous permettrait par exemple, à partir de contenus existants, de venir reformuler des contenus et régénérer de nouvelles pages produits. Et ça, vous pourrez l'appliquer à différents domaines. Voilà, c'est tout pour les différentes idées d'amélioration et c'est tout pour ce tutoriel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire les projets que vous souhaitez faire avec le scrapping. On va se retrouver très prochainement. Bon code et à bientôt.